Alors je suis désolé, je vais vous couper cette magnifique musique d'ascenseur. Je sens que le chat est en liesse, la foule est en délire. Mais on va arrêter le massacre tout de suite. C'est mieux. On va commencer par la question, je pense, qui est revenue le plus, que ce soit sur Facebook ou via le formulaire, c'est qu'en est-il de l'événement qui n'a pas eu lieu ? Est-ce qu'il s'est passé des choses sur le monde de Tanak ou est-ce que ça a été en suspens ? La réponse, je vous la donnais, c'est en suspens, c'est-à-dire que l'événement qui n'a pas eu lieu à cause du coronavirus, il n'a tout simplement pas eu lieu. À Tanak, les choses n'ont pas bougé, donc quand vous reviendrez, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Parce que simplement, c'était énormément de travail pour la cellule univers de juste écrire des choses qui se sont passées alors qu'elles n'ont pas été jouées. Et pour certains, voire beaucoup de joueurs, ça aurait été juste pas super marrant, quoi. Donc on considère juste qu'il n'y a pas eu d'event, c'est tout. Et on recommencera où on s'est arrêté la fois prochaine. Donc évidemment, il n'y a pas d'XP pour cet event, la question nous a également été posée. Et pour ce qui est des mesures Covid, ça je vais laisser Anne en parler pour ce qui sera pour les prochains événements. Concernant les normes Covid, on a eu plusieurs questions qui nous ont été posées. Par exemple, est-ce que le port du masque sera timé ou des choses comme ça ? En fait, ce qui se passera, c'est que si les normes gouvernementales ne nous permettent pas d'organiser un événement de qualité, on préfère ne pas faire l'événement de 2021. Donc, par exemple, si les normes sont trop strictes, on ne veut pas que le jeu puisse en pâtir. On veut que vous puissiez profiter d'un événement le meilleur possible. Et on pense que, par exemple, devoir faire des croix sur les bancs dans une taverne et que vous deviez vous asseoir à 1,50 m les uns des autres, ou même que vous ne puissiez pas vous battre ou des choses comme ça, on pense que ce n'est pas... ça n'apportera pas une bonne qualité de jeu pour tout le monde. Donc, on préfère que l'événement de 2021 n'ait pas lieu si les mesures sont trop strictes. Donc ça, malheureusement, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il se passera. Donc nous, on est en train de préparer tout pour que ça se passe le plus normalement possible, mais nous dépendrons encore une fois des mesures du gouvernement et de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Oui, effectivement, potentiellement pas d'événement 2021. Maintenant, nous, on agit pour que cet événement ait lieu. Donc, effectivement, si les mesures sont les mêmes qu'actuellement où on est en confinement, vous vous doutez bien que non, il n'y aura pas d'événement. Et on en est les premiers désolés parce que ça présente beaucoup de travail pour un résultat qu'on ne peut pas voir. Donc, ça fera du tort à tout le monde. Mais malheureusement, on doit composer avec la situation actuelle. Donc potentiellement pas d'événement 2021, mais on espère tous de tout cœur que oui, il y aura un événement en 2021, que vous serez tous là et que ça tabassera sa race. Parce qu'en plus, en 2021, c'est les 10 ans de Ragnarok à SBL, donc c'est l'anniversaire de la création de la SBL Ragnarok. Du coup, ça nous ferait super plaisir que cet événement puisse avoir lieu. Donc voilà, on croise les doigts de pied, mais on dépendra de l'évolution de la crise et du gouvernement. Juste petite intro, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce live ? C'est parce que dans la mesure où on peut pas se voir déjà, donc avec le Covid, on peut pas venir à la PN, on peut pas se voir dans la vie de tous les jours. En gros, on voulait faire ce live pour garder contact avec notre communauté, donc avec vous tous, parce que Ragnarok a besoin de ses joueurs et de ses participants pour exister et pour avancer. Donc, on a besoin de vous, de vos idées, de votre motivation. Et du coup, on voulait faire ce live pour mieux communiquer avec vous, pour qu'on puisse discuter un petit peu. Et aussi pour vous rappeler que voilà, on est disponible. Si vous avez des questions, il y a une adresse mail par cellule. Nous, notre manière de communiquer préférentielle, c'est l'email parce que c'est plutôt... c'est facile pour garder des traces. Et ça, on risque pas de perdre ça dans une conversation Messenger. Donc, si vous avez des questions à nous envoyer, privilégiez vraiment le mail. Et après, on peut faire, si on a des questions qui reviennent, on peut faire des coms pour publier des réponses globales pour que tout le monde puisse avoir l'info au cas où elle n'était pas passée. Merveilleux.
J'ai toujours pas vu spécifiquement de questions dans le chat, donc on va démarrer sur les Ouais, questions qui nous ont été envoyées via le formulaire. Donc la première question était de Nate, donc c'est: existe-t-il un recueil de recettes de fabrication d'équipements et consommables disponibles sur le jeu? Par exemple, est-ce qu'un alchimiste connaît des recettes de base? Donc la réponse Théo à ça, c'est il y a dans le livre des règles, il y a des recettes. Et si tu as les compétences qui ont trait à ces recettes, donc la compétence qui est le prérequis pour ça, tu les connais de base. La question STI, c'est que forcément, à travers le monde de Tanak, il existe des recueils complets, ou en tout cas plus complets que ceux à quoi vous avez accès, qui sont entre les mains de certains savants, de certains scientifiques, de collectionneurs, ou parfois oubliés dans la masure de quelqu'un qui l'aurait reçu en héritage, on ne sait pas, le reste c'est du jeu. Donc ça, vous pouvez trouver des recueils en jeu, c'est potentiellement faisable. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser le système de recherche tel qu'il est décrit dans les règles pour trouver de nouvelles recettes ou trouver de nouvelles façons de fabriquer le même objet avec d'autres ingrédients ou avec potentiellement moins d'ingrédients. Ça, c'est en jeu que vous trouverez les réponses. Qu'en est-il des questions envoyées précédemment vers l'ancienne équipe? On vous les renvoie. Tout dépend de ancienne équipe. Si tu les as envoyées à 5 ans, il va falloir les renvoyer. Si c'était l'année passée, je ne sais pas si on en a gardé trace. Maintenant, mets-les dans le chat et l'équipe actuelle va les encoder, y répondre et on te dira ça tout à l'heure. Alors, deuxième question. Donc c'est: l'Interlive Midnight est-il un Interlive officiel de Ragnarok? Donc ça, on nous l'a pas mal posé en vocal. L'événement sera organisé par Midnight ASBL en collaboration avec Ragnarok ASBL. Donc, nous, on va valider ce qui va se passer en termes d'univers, de scénario, mais c'est un interlive de joueurs comme un interlive d'une autre caravane, d'accord? Donc, nous, en tant qu'organisation, on n'a pas assez d'effectifs pour faire un interlive officiel, comme il y a eu Armil à l'époque, pour ceux qui se souviennent, parce qu'on n'est pas assez, on n'a simplement pas le temps du coup de faire ça, et si on faisait un interlive officiel malgré nos effectifs, bah c'est l'event principal qui serait lésé en fait. C'est qu'on aurait moins le temps de s'attaquer à ces scénarios-là, à la logistique de ça. Donc si vous voulez absolument un interlive officiel, on vous invite à proposer votre candidature à l'organisation. On est toujours preneur d'un coup de main. Oh oui. Mais pour ce qui est de l'inter-event Midnight, c'est en collaboration, mais ce n'est pas un interlive officiel. C'est Midnight qui s'en occupe et on leur fait confiance pour faire quelque chose qui est vraiment, vraiment bien. Du coup, qui dit pas interlive officiel, ça veut dire que du coup, il n'y a pas d'XP pour l'interlive Midnight. Considérez toujours les règles comme un support de jeu, ce n'est pas une fin en soi. Si vous montre un XP pour quelque chose, patientez ou orientez-vous vers un autre axe de jeu, ce n'est pas grave. Le but, c'est de jouer. Si on pouvait faire des règles de 2 paragraphes, croyez-nous, ce serait le cas. D'accord ? Jouer un maximum, aller aux interlives un maximum, rencontrer des gens, c'est là que vous allez vraiment avoir du jeu sympa. C'est pas telle compétence qui va vous débloquer tout de suite ce dont vous avez rêvé, c'est plus les gens que vous allez rencontrer. Donc ça, petit aparté. Alors, question de Le Belliqueux. Pouvez-vous repréciser les règles de bagarre dans leur entièreté, s'il vous plaît? Alors, les règles de bagarre nous semblent à nous assez claires. Je les ai relues tout à l'heure pour être sûr, machin, mais je ne vois pas ce qui pose problème. Donc, si tu as des points que tu ne comprends pas plus précis, mets-le soit ici dans le chat, soit t'envoies un mail, il n'y a pas de souci. Mais là, comme ça, nous, on ne va pas repréciser les règles parce qu'elles nous semblent bonnes et les repréciser, ce serait les allonger. Par contre, on va sans doute pendant l'année faire une communication, un tips gardien, comme vous avez pu en voir, il y en avait l'année passée, pour donner des exemples complets et concrets des règles de bagarre. Donc ça, il y aura probablement un tips gardien là-dessus, mais non, à l'heure actuelle, il n'est pas prévu de repréciser ces règles, vu que nous, elles nous semblent très claires. Donc, il ne faut pas hésiter à poser les questions un peu plus précises. Une vidéo tuto de bagarre, pourquoi pas? Maintenant, c'est encore du temps en plus. Et ça demande une mise en place logistique très importante de tourner une vidéo. Vous pouvez demander à Midnight le temps que ça leur prend. C'est très très lourd, on n'a pas spécifiquement le matériel pour ça. Alors on peut toujours s'arranger évidemment. C'est pas une mauvaise idée, ce sera à creuser, mais le problème c'est que si on fait un tuto
bagarre, ben, il va falloir faire un tuto alchimie, un tuto magie. Donc voilà, on va pas non plus faire sur tout. Oui, Malévran, je me doute bien que tu peux nous aider là-dessus. Mais voilà, c'est une idée à creuser. Alors, question suivante, donc de Ostian Bosfer. Donc, un travail sur les sorts est-il prévu pour cette année? Alors, il y a une réécriture des sorts qui a été faite en début de ce second cycle. Il n'est pas prévu de réécrire les règles de magie, parce qu'il n'y a pas de raison que la magie change comme ça en cours de cycle. Enfin, ça ne nous paraît pas logique. Maintenant, si c'est des questions de compréhension, de points de détail où tiens, ça c'est litigieux, pareil, n'hésitez pas à envoyer un mail comme pour bagarre. Faut vraiment pas hésiter, parce que nous, on voit toujours les choses avec notre spectre, notre vision. Donc, si on n'a pas la vôtre pour nous aider, ou pour peut-être voir un point qui on n'avait pas compris ça comme ça, en tout cas on n'avait pas voulu écrire ça comme ça, n'hésitez pas à communiquer, on est là pour ça aussi. Donc non, à l'heure actuelle, il n'est pas prévu de réécrire les règles de magie. Altras, les tips de gardien, c'était une super idée. Effectivement, c'était une excellente idée qui venait de nos gardiens à la base en plus, je pense. C'est eux qui se sont dit, avec leurs petites mains et leurs petites jambes, putain, ça serait vraiment bien. Bah, effectivement, ça tabassait. Alors, question de Titis Livius Andronicus. Pas toujours facile à prononcer. Non, ça. Peut-on être ressuscité en mort-vivant après avoir été enterré au second event? Alors, là c'est une question donc plutôt règle et univers. Donc, si ton personnage a été inhumé dans une chasse magique prévue à cet effet, sachant qu'au premier cycle, il existait un objet qui permettait de garder un corps suffisamment en bon état pour être relevé. Si tu as cet objet, c'est faisable s'il a été mis dedans. Mais c'est un acte magique quand même très coûteux, qui demande vraiment des tisseurs de haut niveau, et du coup hautement illégal pour l'Empire. Hein, on va pas se mentir, si ça coûte cher et que ça implique beaucoup de magie, l'Empire est pas fan de l'idée. Mais si ça a été fait comme ça, il n'y a pas de souci. Si la personne a été inhumée à même le sol ou incinérée, donc si vous l'avez enterré ou incinéré, ben non. Le cadavre, il a entre guillemets disparu, il s'est décomposé, c'est un problème. À moins, et ça c'est toujours à voir, que une patrouille de l'Empire soit passée à ce moment-là et ait eu besoin de valeureux soldats et que le trou soit peu profond. Ça c'est toujours à voir avec l'organisation univers-scénario, selon le motif, entre guillemets, de résurrection mort-vivant. N'oubliez pas que les morts-vivants obéissent strictement à leurs nécromanciens, donc c'est pas forcément avantageux. Alors, question de Mathilde Gélis. Bonjour, est-ce que la lithothérapie existe dans l'univers de Ragnarok, dans le sens où ça soignerait l'esprit et l'aiderait à combattre quelque chose? Exemple, imaginons que quelqu'un soit dépendant à une drogue et qu'il veuille arrêter en prenant bien sûr une purge, mais que son esprit ait toujours cette envie. Je pourrais alors utiliser un grenat. Merci et bonne journée. Alors, dans le monde de Ragnarok, des pierres magiques, j'espère que vous savez qu'il en existe. On les appelle les pierres de vie. Ce sont les seuls cailloux avec un pouvoir potentiel. Donc, alors, par croyance, par tradition, par candeur ou juste pour du beau jeu, vous pouvez utiliser des minéraux pour faire ce genre de choses, mais ils n'auront pas d'impact en termes de règles. C'est-à-dire que si la personne a envie de jouer le fait qu'elle a gardé l'accoutumance à sa drogue alors qu'elle a été soignée en jeu, son accoutumance c'est du jeu, c'est-à-dire ce n'est pas associé à une maladie réelle. Donc tu peux effectivement toi la soigner uniquement par le jeu. Ça c'est de l'interne. Tant que ça ne heurte pas le jeu de quelqu'un d'autre, vous faites ce que vous voulez. Tant que ça rentre dans l'univers de Ragnarok évidemment. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc en termes de jeu, tu crois ce que tu veux, mais en termes de règles, non, il n'y a pas de lithothérapie. Alors, donc nous avons eu une question de Kae, j'espère que je prononce bien, qui demandait quels seraient les prix pour l'événement. Donc, en gros, les prix pour l'événement 2021 seront les mêmes que ceux de l'événement 2019. Donc, on ne change pas les prix. Donc, je n'ai plus la liste sous le nez. Ah, voilà. Donc, nous avons du coup toujours 3 tranches pour les PNJ, pour les PJ, pardon.
une tranche à 115, une tranche à 130 et une tranche à 145. Le prix pour les enfants entre 4 et 8 ans sera toujours à 35 euros. Les enfants entre 9 et 15 ans paieront 50 euros. Les enfants de moins de 4 ans ne payent pas. Pour les PNJ, on est à 80 euros. Et pour les monstres, on est à 60 euros. Donc, on avait décidé cette année de baisser le prix de l'inscription monstre de 80 à 60 euros. Donc, ça, c'est le seul prix qui est changé. Tous les autres restent les mêmes. Donc, du coup, cette personne avait posé une deuxième question. Quid de l'ouverture des inscriptions? Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, étant donné qu'on ne sait pas si on va pouvoir faire cet événement, on préfère attendre d'être sûr que l'événement pourra avoir lieu pour lancer l'ouverture des inscriptions. Malheureusement, on aimerait vraiment bien pouvoir vous dire aujourd'hui, ah bah super, on va lancer les inscriptions, je ne sais pas moi, mi-janvier. Mais le problème, c'est que si on ouvre les inscriptions mi-janvier, que vous achetez tous votre ticket et que 2 mois plus tard, comme cette année, on doit dire, ah bah désolé, on est obligé d'annuler l'événement, on va devoir encore tous vous rembourser. Alors foncièrement, c'est pas grave de devoir vous rembourser, mais bon, dans les conditions actuelles, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de leurs sous et qui peuvent pas se permettre de dépenser une grosse somme ou qu'elle soit bloquée pendant un petit temps. Donc en fait, on préfère attendre un petit peu, peut-être un peu plus longtemps. Dès qu'on sera sûr que l'événement pourra se faire, là, on vous donnera la date et on vous dira, voilà, les inscriptions ouvriront tel jour. On essaiera encore une fois de trouver un jour qui convient à la majorité. Alors souvent, on fait ça le samedi ou le dimanche pour essayer qu'un maximum de personnes puissent être présentes. On va pas faire ça le mercredi à 10h du matin, quoi. Donc ça, c'est certain. Ça aussi. Oui, en effet, Alizéa, c'est pas facile de rembourser tout le monde, même si notre équipe IT a vraiment bien géré ça avec le système de paiement qui permet des remboursements de manière, c'est très carré, c'est simple à utiliser, donc merci pour ce système. Et merci à vous aussi pour votre compréhension, parce que ça n'a pas du tout été facile pour nous de prendre la décision d'annuler cet événement, parce que nous, ça nous décevait et on se doutait très bien que vous seriez au moins aussi déçus que nous. Donc du coup, merci pour votre soutien aussi. Et aussi merci à la cellule finance, que IT a très bien codé ça, mais finance était très réactif aussi pour ce qui n'arrivait pas à passer par IT. Hein. Faut pas oublier le boulot de merde que c'est. Il y a quand même passé quelques heures, notre Alex, à faire tous ces remboursements. Oh ouais, c'était l'enfer. D'ailleurs, on lui envoie des gros bisous, je sais pas s'il est là. Mais... S'il est là, plein de bisous. Alors, nous avons eu une question aussi de El Cocker, qui nous a demandé s'il y aura à nouveau des activités encadrées pour les enfants et si oui, à partir de quel âge? Alors, l'encadrement des enfants, c'était géré par la SBL Imagimonde, donc qui est une structure extérieure à l'organisation de Ragnarok. Donc en gros, nous, on a un partenariat avec eux. Ils viennent jouer une caravane et ils s'occupent des enfants. C'est pour ça qu'en général, l'inscription depuis peu de temps, l'inscription à Imagimonde est séparée du ticket enfant. Donc, on n'a pas encore géré ce point-là avec eux, donc on ne sait pas encore vous donner une réponse pour cette année. Mais on va prendre contact et on va voir ce qu'on peut faire pour les petits bouts pour cette année. Alors, petite question de Jean Larpe concernant le terrain sur lequel se déroule l'événement. Donc la question c'est, est-il envisageable pour l'organisation au niveau logistique et paperasse d'envisager un domaine fixe pour que les joueurs puissent y construire des infrastructures fixes à l'année comme Candoria ou le Duché de Bicoline? Ok, DB, le franc vient de tomber. Ah ouais, alors, parce que moi il n'était toujours pas tombé. Eh ben voilà, moi il est tombé, waouh, c'est fou. Alors, le changement de terrain n'est pas à l'heure du jour.
parce que on s'entend excessivement bien avec le propriétaire et sa famille, les Mossou, qui sont des gens vraiment exceptionnels, qui ne sont sans doute pas là sur le live, mais vraiment merci quand même. Oh oui. Pour couper court à ça direct, non, le terrain n'est pas gratuit, pas du tout. Hein, ça coûte excessivement cher. Ça représente, je pense, si je ne me trompe pas, un sixième du budget total de l'organisation. Donc ne pensez pas que c'est gratuit, loin s'en faut. Mais par contre, voilà, ce terrain offre beaucoup d'avantages, notamment pour ce qui est du montage, du démontage, du stockage. Donc on ne compte pas changer de terrain. Maintenant, pour ce qui est d'un domaine fixe, on pourrait y construire. Alors, logistiquement et en termes de paperasse, ce serait tout à fait faisable. Par contre, il faut se rendre compte que financièrement, pas du tout. Un événement comme Ragnarok, ça coûte très cher à organiser. Dieu merci, on est légèrement bénéficiaire chaque année et, comme toute bonne ASBL qui se respecte, ce bénéfice est réinjecté dans le décorum costume et autres. Hein. Donc on n'est pas du tout équipé pour acheter un terrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix d'un terrain en Belgique. Un terrain comme celui de Ragnarok, donc, qui fait 5 hectares, vous pouvez vite faire une petite recherche vite fait, 5 hectares c'est déjà pas donné. Alors 5 hectares constructibles, facile d'accès avec de quoi faire un parking. 10 000 hectares, oui, non constructibles. Il y a 5 hectares pour le jeu. Pour le parking, c'est en plus. Hein. Donc voilà. C'est pas faisable. Simplement, à l'échelle d'une ASBL comme la nôtre, ce n'est pas du tout faisable. Pour le duché de Bicoline, ben voilà, au Canada, les terrains n'ont pas le même prix. Et pour Candoria, je ne sais pas comment ils ont fait, je ne connais pas les prix des terrains en France, mais ça a sans doute dû être un bon gros melting pot. Quelqu'un nous dit qu'au Québec, le mètre carré est facilement 10 fois moins cher qu'en Belgique. Ça doit jouer. C'est sûr que si on enlève un zéro à la facture, ça devient plus envisageable, mais même là, ça, c'est sûr. je ne connais pas, pour être honnête, l'état des comptes précis de Ragnarok, vu que je ne suis pas le comptable. Alors nous sommes évidemment positifs, mais pas du tout pour acheter un terrain. Et si même on avait de quoi acheter un terrain, c'est qu'on ne pourrait rien faire d'autre. Donc ce serait quand même pas super marrant. C'est ça. Et alors, oui. Petit point supplémentaire, donc construire des infrastructures fixes à l'année, sans domaine fixe, on ne saurait pas. Et alors, pour cette partie de la question sur le site actuel, comme ça, si ça peut éclairer la lanterne de certains, le site actuel qu'on loue pour Ragnarok, c'est un champ où il y a des vaches. Du coup, si on commence à construire des bâtiments sur ce champ, ça n'arrange pas trop le propriétaire qui est... c'est pas moi, des temples, des cabanes, des choses comme ça. C'est illégal. Sur le champ. Donc voilà, on ne peut pas. Il y a, au premier cycle, on avait pu laisser quelques petites structures sur une partie très très précise du terrain où les vaches n'avaient pas accès. Mais vu que pour ce cycle-ci, on modifie l'implantation et l'infrastructure tous les ans, c'est un petit peu compliqué. Et oui, en effet, Achat, il est très très cool avec les conteneurs, c'est déjà ouais, clairement. Super sympa de sa part. Et puis à titre personnel, quand je vois les drames qu'il y a eu, aussi bien que les montages à Avatar qu'avec ces terres sauvages qui se sont fait saccager leurs biens, ce n'est pas très motivant à faire du dur. Hein, parce que courage à eux d'ailleurs, mais si c'est pour se faire tracher ce que les gens construisent, c'est vraiment très triste. C'est pas le but, quoi. Alors pour la prochaine question, on va accueillir avec nous Lyon. Donc maman, je te laisse le switcher. Bonsoir. Voilà Lyon. Bonsoir Lyon. Il est venu tout seul. Il est fort ce type. Ah parfait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le chat. Donc c'était pour répondre à la question de nouveau de Jean Larpe. À l'avenir, envisageriez-vous un moyen pour que les factions reviennent ? À l'origine, à Ragnarok, dans le cycle 1, c'est des nations, en fait. Et les nations, elles ont pas mal changé d'état suite à la guerre des faux dieux. Certaines sont simplement tombées au mât de l'Empire d'Or, comme on a pu le voir. D'autres, elles ont trouvé un terrain d'entente qui permet un statu quo. La Malkovie, par exemple. Et les dernières, elles ont simplement été rayées de la carte, Ramok en étant un exemple brillant. Selon l'Empire d'Or, c'est le destin qui réserve à toutes les nations qui résistent encore, que ce soit la Couronne Grise ou la Résistance Teuts, par exemple. Mais ce qu'on pourrait appeler des factions, en termes de dynamique de jeu, ça existe toujours,
puisque les différentes caravanes ont différents agendas et que certaines s'alignent pour s'opposer au projet d'autres. Même outre les caravanes en elles-mêmes, il y a des assemblées, des guildes, des corporations et des pègres qui sont présentes au Mossem chaque année. Évidemment, le contrôle qu'exerce l'Empire d'Or empêche un petit peu que chacun puisse s'afficher au grand jour et que ces intrigues interfactions se font plus souvent à l'abri des regards qu'autre chose. Surtout celui de l'Empire, puisque de son point de vue, ces factions sont clandestines à moins de travailler pour l'Empire d'Or, comme le fait par exemple le tribunal. Donc les factions, en termes de groupes factieux avec des agendas différents, ils sont toujours là en fait, c'est vous. Les nations, elles sont ce qu'elles sont et on a pu en visiter un petit bout en allant en Malkovie au dernier événement. Donc voilà, les factions, c'est vous. C'est beau. C'est beau. C'est vrai surtout. Ah oui, pas du contraire. Écoute, je pense que la prochaine question, de toute façon, elle est pour toi aussi. J'ai les réponses aux questions qui ont été posées dans le chat aussi, s'il faut. Ah, si t'as des questions que tu as posées dans le chat auxquelles tu peux répondre là maintenant, balance. Je n'ai pas noté qui les a demandées, mais qui demandait de manière générale pour ce qui est des BG référents à des régions du monde, la cellule univers peut-elle partager des connaissances sur ces régions et où leurs coutumes. Donc typiquement on parle des nations dont on parlait juste avant. Oui bien sûr, seulement il faut comprendre que entre le lore écrit, manifesté de manière physique qui s'est accumulé pendant le premier cycle et le fait qu'on doive recréer ça de presque zéro pour que ça soit du matériel à jour, j'entends. On a du matériel de l'ancien cycle, mais vous savez bien que l'Empire d'Or va vous distribuer des carnets sur les cultures des autres pays. Maintenant, c'est aussi l'intérêt de justement pouvoir se déplacer comme on l'a vu en Malkovie, où en allant en Malkovie, ceux qui ont cherché, ou même n'importe qui, en fait, a pu en apprendre un petit peu plus sur la culture malcove, etc. Donc oui, on partage ces trucs, mais ça se passe en jeu, en fait. Elles sont introduites sous forme de documents, de livres ou d'informations, même que des PNJ peuvent partager avec vous, etc. Puis vous pouvez utiliser dans une certaine mesure vos connaissances générales sur l'univers en termes de premier cycle. Donc ça, c'est des trucs qui sont déjà très, très typés, les anciennes nations, quoi. Donc pour ceux qui s'en souviennent, il y a déjà ces informations-là. Et pour le reste, on en a introduit en jeu, on continuera d'en introduire. Et si vous avez envie d'en avoir plus ou que vous avez des idées à proposer qui stimuleraient un truc de jeu en termes de il y aurait une histoire qui serait passée, je ne sais pas, dans l'ancien Midgard et que vous voudriez jouer là-dessus, contactez-nous et on verra après pour manifester ça en jeu. Tout simplement. L'autre question c'était vis-à-vis du mail pour les journaux de bord des caravanes, y a-t-il moyen d'avoir une confirmation que le mail a bien été reçu? La réponse est oui. À ma connaissance, tous ceux qu'on a reçus, je leur ai confirmé qu'on l'avait reçu. Donc si c'est pas le cas, mea culpa. Je m'excuse et je ferai ça dès ce soir. L'autre question, c'était une question de notre cher Pravda. Dans la mesure où certains Pravdiens explorent beaucoup les greffes chirurgicales interespèces, serait-il possible d'avoir un exemplaire de votre jeu de cartes indiquant quel est le résultat d'une greffe, histoire de pouvoir jouer ça avec ça sans avoir besoin de séquestrer un gardien et une gardienne? C'est typiquement le genre de questions que je vous invite à nous envoyer par mail pour, comme Anne le disait tantôt, qu'on aille la traçabilité, etc. Parce qu'on ne peut pas tout garder dans notre tête de chaque détail que chaque personne a besoin pour jouer son jeu. Comme ça, nous, on se tient au courant. Donc n'hésite pas à reposer la question par mail, via le mail scénario ou univers. Et on y répondra par là. Et du coup, il y aura un suivi et on verra ce qu'on peut faire. Il y a encore la question suivante qui est pour toi, qui était toujours de Jean Larp, si je ne me trompe pas. Non, la suivante c'est de Fred. Ah non, c'était une question d'un certain Fred oui. qui nous demandait comment est-ce qu'on tue un gardien. Mon gars, c'est très simple. Il faut te lever très tôt et essayer vraiment très fort pendant très très longtemps. Essayer encore et encore. Ou alors il faut être un dieu. Voilà, ouais. C'est chaud, hein. Donc, voilà. Faut essayer très fort. Ça a l'air compliqué en tout cas. C'est à découvrir en jeu, comme on dit. Hein. Les gardiens se feront un plaisir de te faire découvrir ça, quoi. Koblenzio dit 600 PV, non, je crois que les gardiens ne s'embêtent pas à ça. Il y a peut-être moyen de les tuer à la fond, mais... Choisis bien ton gardien. Choisis bien le gardien. Tu peux avoir des surprises. Hein. Question suivante, c'était... question de J. Eureka. Quels seront les sorts des backgrounds discutés avec d'anciens membres de l'équipe Scénar? Peut-on soumettre des documents TI pour approbation par l'équipe Scénar? Évidemment. Si un background n'a été que discuté,
avec un membre d'une cellule et que vous n'avez jamais reçu de mail, encore une fois, des adresses officielles de Ragnarok qui le confirment, il est fort possible que ça ne soit qu'une idée que vous avez partagée juste entre vous, sans jamais qu'elle se concrétise vraiment au sein de l'organisation, et que l'organisation soit au courant et qu'elle la mette en mouvement. Rien ne vous empêche donc de recontacter l'organe maintenant pour nous exposer votre idée à nouveau, ou tout simplement demander à l'ancien scénariste avec qui vous étiez en contact, si lui a déjà bien confirmé votre idée et qu'il l'a mis dans le drive, et qu'à ce moment-là, nous, on a simplement à faire suivre ce qui est déjà en cours. D'une manière générale, vous êtes de toute façon encouragé à communiquer un maximum avec l'organisation. Nous, on a vraiment besoin de vos retours, des traces des décisions qui sont prises, histoire de maintenir la cohérence et le suivi, que ce soit des pistes scénaristiques ou des backgrounds. Il faut vraiment bien vous rendre compte que tout ce qui n'est pas validé par une adresse officielle Ragnarok, donc avec laquelle vous avez échangé des mails et qu'on a conclu après en disant d'accord, ça on le fait, on le met en branle, c'est juste une idée. Et une conversation sympa, et on en a tous tout le temps, mais ça n'en fait pas un scénario qui sera joué en jeu, quoi. L'organisation n'a juste physiquement pas les moyens, en fait, de s'aligner sur chaque idée qui a pu être discutée un jour, parce qu'il y en a plein. Donc voilà, pour pas simplement se prendre un refus une fois que le truc est manifesté en jeu et que nous on dit non, c'est pas cohérent avec ce qui est prévu, donc c'est pas possible. S'il vous plaît, faites passer vos idées par les boîtes mail, c'est vraiment le seul moyen d'être sûr que quelque chose a une suite, quoi. Pas juste se baser sur une conversation. Donc voilà, pour les documents, c'est pareil, c'est la validation des documents. Il faut vraiment nous les envoyer, on vous dira ah bah ouais super, génial, merci d'avoir ajouté du matos, mais pas juste se pointer avec le matos et le répandre en jeu, parce que ça ne va créer que du chaos. Et voilà. On veut être clair, il me semble, sur ce point. C'est ce que Anne disait au début. Vous êtes vraiment encouragé à nous partager vos informations de jeu. C'est pour ça qu'on vous a demandé votre carnet de bord. On a envie d'entendre aussi vos idées, vos envies scénaristiques, pour qu'on puisse vraiment travailler à les intégrer à l'univers, quoi. Tout en restant cohérente. Ragnarok, c'est vraiment un monde qu'on fait exister ensemble, entre les orgas scénar, univers, vous. On a vraiment besoin d'être au courant. Il faut qu'on sache ce qui se passe, nous. Sinon, ça finit par stagner dans une espèce de statu quo et il ne se passe plus rien. Derrière, bien sûr, nous vous propose une histoire globale qui influence comme les autres événements, mais le tissu de Ragnarok, c'est les interactions qu'on doit avoir ensemble pour se mettre d'accord sur ce qu'on joue ou ce qu'on ne joue pas. Parce que ça va heurter la cohérence ou parce que simplement ça sort du cadre de Ragnarok, quoi. Je sais qu'on n'a pas un rôle sympa parce qu'on doit souvent dire non de prime abord et retravailler après les idées ensemble, mais on doit arriver à faire cohabiter les envies de tout le monde et ce qu'est Ragnarok factuellement parce qu'il a déjà été joué, quoi. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir déjà la pluie de mails qui s'en suivront. Le plaisir. Qui veulent nous proposer des idées. Voilà. Mais je le ferai. J'ouvrirai. On ouvrira tous vos mails. Et parfois même, on les lira. Et même, parfois, avec une latence d'un mois, on y répondra. Enfin bref, on essaye d'être constructif sur cette castrateur, mais c'est pas toujours évident parce que vous êtes des gens qui avaient beaucoup d'imagination. Donc aidez-nous autant que possible à créer quelque chose de commun et de cohérent. Merveilleux. Écoute, je te propose, avant de passer à la prochaine question, qui était plutôt une observation dont la réponse sera aussi relativement longue. Oui, désolé, je parle on demande l'adresse univers dans le chat. Je sais pas si quelqu'un de l'organisation peut la... ragnarok.univers@gmail.com. Univers à la caisse. Univers comme ça s'écrit, oui. Oui, mais moi et l'orthographe, c'est pour ça que je ne suis pas scénariste. Je vais vite passer sur quelques questions du chat dont on a les réponses actuellement, comme ça c'est fait. Oui, Altrast, si tu passes par le formulaire du site, normalement ça nous arrive bien aussi. Yep, parce que notre cellule IT déboîte. Alors, comme débutant à Ragnarok, conseillez-vous d'être joueur ou PNJ, même si ce n'est pas le bon terme? Et quel rôle vous semble le plus intéressant et immersif dans le cas de l'incarnation d'un PNJ? Alors, donc ces questions-là ont été répondues à l'AG sur un chat Discord autre pendant le live. On est sur tous les fronts, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant que ça marche d'ailleurs. Ouais. Donc la réponse. Pour les personnes qui débuteraient à Ragnarok, être PJ donne l'occasion d'avoir une grande liberté et de découvrir l'ambiance, le jeu et l'univers. Être monstre, c'est la possibilité d'avoir de nombreux rôles différents tout au long de l'événement et de se tester à différentes choses. Donc, si tu veux venir avec plein de potes et que vous avez vraiment un délire que vous voulez faire ensemble qui rentre évidemment dans le cadre de l'univers de Ragnarok,
venez en PJ. Venez faire votre truc, apporter votre part au jeu. C'est super important. Si par contre vous n'avez pas d'idée, vous tâtonnez un petit peu, les costumes pour le moment c'est un peu chaud, ou c'est pas le temps, pas le budget, il y a plein de raisons qui peuvent faire que, ou vous ne savez pas ce que vous voulez jouer, effectivement venez en monstre, on a toujours besoin de monstres. Vous ferez aussi bien du roleplay de paysans que vous battre, que faire des rôles aussi avec beaucoup plus de valorisation. Vous allez voir plein d'aspects de jeu. Vous n'avez pas besoin d'un costume à part une petite base noire, parce que l'organisation vous fournira tout ça, y compris l'armement si vous n'avez pas le vôtre. Si je ne m'abuse, et là arrêtez-moi tout de suite si je me trompe, vous êtes logé, nourri. C'est ça, oui. Le prix de l'inscription monstre comprend les repas. Et alors, si vous avez une tente, on vous l'installe dans le campement monstre, mais si vous n'avez pas de tente, il est tout à fait possible qu'on vous loge dans des dortoirs. On a des grandes tentes dortoirs qui sont prévues à cet effet. Donc, c'est tout à fait possible de vous loger si vous n'avez pas de tente timing, parce que comme quasi normalement tous nos participants le savent, nous n'acceptons pas les tentes style Quechua camping. Donc, oui, garantie ronflement, en effet, oui. Ah ça, on peut pas tout avoir, c'est un dépend de la dortoir. tente sur laquelle tu tombes, mais oui, en effet, dans les dortoirs, c'est souvent garanti ronflement. Mais voilà, oui, en effet, l'inscription monstre comprend la nourriture et éventuellement le logement si vous n'avez pas de tente. Donc voilà, je pense, alors à mon sens, monstre, c'est très bien si vous ne savez pas ce que vous avez envie de jouer, que vous avez un budget limité, que vous voulez découvrir entre guillemets un peu tout avant de vous fixer. Il y a des gens aussi très expérimentés qui viennent faire monstre pour le défi, parce que voilà, on a plein de gens qui ont de l'expérience, qui se sont dit moi j'ai déjà joué marchand, moi j'ai déjà fait combattant, j'ai déjà entre guillemets fait le tour de tout ce qui me plaisait, je vais donner un coup de main à l'organisation, je vais en monstre, et ils s'amusent tout aussi bien. Donc ça dépend du profil. Monstre, PJ, il n'y a pas de souci. PNJ, c'est soumis à casting, et souvent, voilà, si tu nous dis pour le casting que tu as 0 expérience, on t'orientera vers les monstres ou vers les joueurs. Voilà. Donc je pense pour ça, la question, elle est vite répondue. Je vois que Lyon est parti. Hop. Oui, il a été appelé par les autres membres, Non, mais je pense qu'il est revenu. Non, il est revenu. Il est revenu. Mais je vais encore répondre à quelques questions dont on a la réponse, et puis après, tu pourras revenir parmi nous. C'est ça. Alors, y a-t-il une date butoir prévue quant à l'éventuelle tenue ou annulation de l'événement 2021 ? Alors là, le gouvernement ne sait même pas, les personnes ne savent. Oui, cette question-là, elle n'est pas vite répondue du tout. Voilà, comme personne ne peut savoir à l'heure actuelle si on sera toujours en confinement, si la pandémie sera toujours aussi vivace, ou si on aura trouvé un vaccin, un remède, que sais-je, on ne saurait pas vous donner une date, parce que quoi qu'on vous donne comme date, elle sera forcément fausse, et ce sera forcément un mensonge pour vous faire plaisir. On ne veut pas vous mentir, on veut être le plus transparent possible, on ne sait pas, et on ne peut pas répondre. Voilà. Et de toute façon, il y a des gens qui trouveront qu'on a annulé trop tard si on a annulé, il y en a qui trouveront qu'on a ouvert les inscriptions trop tard si on les ouvre plus tard pour être sûr. De toute façon, il y aura des gens déçus, c'est ça, malheureusement, on ne peut pas toujours tous être du même avis, mais soyez sûrs qu'en tout cas, quoi qu'on fasse, on le fait pour le bien de l'événement et de nos merveilleux joueurs. Dernière question à laquelle on a une réponse pour le moment. Est-il prévu de réintégrer les ressources rares possédant des propriétés ? Je pense par exemple aux cigares de mi-caron. Plus généralement, y aura-t-il des changements dans le système économique du jeu lors du prochain live ? Alors, il n'y a aucune modification du système prévu qui est à l'ordre du jour. Donc le système économique, il a ses faiblesses, mais elles sont aussi là à cause du fait que ce sont des nomades qui ne sont pas forcément connus pour être les gens gérant le mieux l'économie. Donc c'est surtout basé sur les ressources. Concernant les ressources rares, si vous cherchez des cigares de mi-caron, allez peut-être voir dans la baie de mi-caron. Je pense que voilà, si vous voulez trouver des ressources rares avec des propriétés spécifiques, il faut aller où elles se trouvent. Parce que les ressources rares, comme leur nom l'indique, ne transitent pas aussi facilement qu'avant, et les gens qui les possèdent ne vont pas le crier à tort et à travers, mais il y en a. Voilà, donc je pense que cette question-là est répondue également. On va donc pouvoir
relaisser la parole à Lyon pour la question la question de Yann. Donc je te laisse lire la question et la réponse, Lyon, parce que les deux sont très très longs. J'espère que Yann ne m'en voudra pas justement d'avoir un petit peu résumé sa question qui, comme il le dit lui-même, est plus une observation. En gros, c'est un joueur de l'ancien cycle qui nous demande notre avis. Et il a l'impression que depuis le nouveau cycle, leur personnage s'ancre un petit peu moins dans l'univers et il laisse, entre guillemets, peu de traces. Il a l'impression que tout ce qu'ils font est un petit peu éphémère. Il nous dit que les enjeux à long terme qui leur sont présentés sont énormes. Faire revenir les dieux, empêcher le retour des dieux, mais il trouve pas d'objectif à sa portée. Il a moins de sentiment de persistance de l'univers et il remarque une absence des rôles de PNJ qui contribuaient à une cohérence et à une vie sociale, le haut prêtre, le bourgmestre qu'il pouvait y avoir à Arapan, etc. Enfin, les hauts prêtres. Il nous dit qu'il a l'impression que leurs personnages sont juste des nobody et qu'ils peuvent soit se réunir auprès d'un feu de camp, soit renverser des panthéons cosmiques car ils sont au bon endroit au bon moment, mais que peu de choses entre les deux ne laissent de traces. Alors voilà, il finit avec voilà, beaucoup d'amour et de respect pour votre travail. Je vous souhaite du courage et du plaisir pour la prochaine édition. Merci, ça fait plaisir. Pour répondre à son observation, c'est une observation intéressante et elle est, je crois, symptomatique de certaines fautes que nous, on a fait quant à l'introduction du nouveau cycle pour les joueurs. Il semblerait qu'on n'ait pas suffisamment ou mal, peut-être, communiqué sur le contexte global et les possibilités de jeu. On espérait que la fin simplement de jeu pousserait naturellement les joueurs à se coaguler autour des axes de jeu proposés, quoi. Il faut savoir que quand il était question de jouer un nouveau cycle, donc un cycle post-invasion de l'Empire d'Or, l'organisation a voulu améliorer le niveau d'immersion et pour ce faire, a décidé qu'on jouerait à une échelle 1-1. À savoir qu'une simple tente serait une simple tente et qu'elle ne serait pas là pour simuler un château fort, au même titre, un groupe de 15 personnes serait un groupe de 15 personnes et pas ceux qui représentent les légions de toute une nation, quoi. Mais il fallait quand même une raison pour nous à ce que ces petits groupes qui vivent en tente se rassemblent une fois l'an, pour que simplement l'événement qu'on allait jouer existe et une raison d'exister. Naturellement, c'est devenu le MOSEM, rassemblé autour du Grand Bazar, qui est joué à chaque événement. Le mode de vie nomade est forcément moins ancré que celui du citadin qui vit dans ses meubles. Euh, alors oui, chaque année, vous avez des scénarios contextuels à l'endroit où se passe le MOSEM, mais vous avez l'occasion à chaque fois d'en apprendre un peu plus sur l'univers de Tanak, comme on le disait, nous le demandait sur les nations, par exemple. Vous pouvez en apprendre aussi sur la situation géopolitique, euh, dont les nomades sont bien loin, mais qui influencent pourtant le cours de leur vie. Euh, Par contre, le MOSEM, lui, comme Arapan à l'époque, il est là chaque année. C'est votre ville ambulante, votre capitale de nomades en quelque sorte. Il n'y a pas tant de différence que ça avec ce qu'était Arapan au final. D'une certaine manière, les nomades sont une nation et vous êtes les représentants de cette nation en fait. Euh, si tu as l'impression que le MOSEM peut être vide des objectifs de jeu au MOSEM, je veux dire, il y en a. C'est par exemple une arène qui représente des enjeux de pouvoir et dont l'usufruit est disputé par différents groupes. Tu as des organisations, comme on le disait, clandestines, voire criminelles, qui font leur nid dans le MOSEM et forcément il faut les chercher un petit peu. Euh, la traque des elfes au nom de l'Empire d'Or, par exemple, elle est toujours en cours. Il y en a qui participent activement pour les retrouver et les livrer, tandis que d'autres cachent des elfes et les protègent. Euh, Chaque année, le Grand Bazar et le tribunal tentent d'établir une milice au nom de l'Empire avec des responsabilités à y prendre aussi. Il y a des monopoles, par exemple, le quartier des docks a un monopole sur la pêche que personne ne semble remettre en question. Les nomades ont voté leur loi pour le MOSEM à venir et il va falloir les faire appliquer, donc il y a aussi là des postes à prendre. Il y a à chaque fois des caravanes qui arrivent à se distinguer aux yeux des autorités locales à chaque MOSEM et du coup qui bénéficient d'alliés puissants, d'informations supplémentaires, parfois des ressources rares ou des contrats. Bref, il y a même des quartiers qui élisent des chefs de quartier, qui créent des guildes, des corporations, tout ça. La continuité, la persistance de ces éléments-là, elle dépend que de vous. Elle a simplement changé d'échelle en fait. Euh, de même que l'opposition en caravane qui est restée plutôt frileuse ou discrète jusqu'ici, faut pas hésiter. La place, elle est laissée aux initiatives tant que ça reste dans le cadre de l'univers. Si vous voulez vous marave avec une autre caravane, be my guest, comme on dit. Alors oui, il n'est pas question de prendre la place ici d'un PNJ qui s'affiche comme puissant, comme on peut le faire à haut prêtre. L'idée, c'est plutôt de créer soi-même son poste de prestige et de travailler à le faire reconnaître. En fait, le MOSEM, c'est encore un peu sauvage, quoi. Donc il faut justement pouvoir s'y imposer, en fait.
il y a des PNJ qui sont présents, plus pour vous octroyer des droits que pour céder une place, et pour aussi cadrer des ambitions qui seraient trop farfelues et qui pourraient heurter la cohérence de l'univers, quoi. Ça dépend encore une fois aussi beaucoup des retours que vous nous faites via votre carnet de bord ou dans vos interactions avec l'orga pendant l'année. Heu, on a besoin d'avoir un suivi, nous, pour qu'il y ait une continuité comme ça, quoi. Heu, pour revenir juste sur les enjeux colossaux du retour des anciens dieux ou le fait de l'empêcher, il y a sûrement des joueurs qui en rêvent, mais les dieux ont quitté Tanac il y a bien longtemps, avant même le premier cycle, et il n'y a pas plus de raison qu'avant qu'ils ne reviennent. La religion, par contre, en elle-même, c'est un enjeu. Pour beaucoup, l'Empire d'Or en premier, qui est appliqué de manière déterminante, parce que c'est lui qui interdit tout autre culte que celui du prophète de cristal, il a banni la cérémonie au faux dieu d'Arapan. Ce jeu-là de religion, de dynamique d'opposition, rien n'empêche de s'y appliquer. Peut-être que le Mossem a besoin, par exemple, d'une église au prophète de cristal ou d'un représentant attitré. Ça vaudrait la peine d'essayer d'en convaincre un officiel de l'Empire d'Or. De l'autre côté, il y en a beaucoup qui mettent beaucoup d'énergie à garder vivants les anciens cultes et qui risquent leur vie et leur liberté. Ces enjeux-là et les avancées qui sont faites de Mossem en Mossem, c'est une des trames de continuité que tu cherches, donc n'hésite pas à t'y jeter corps et âme. Donc voilà, comme je dis, le Mossem est encore un petit peu sauvage, mais l'Empire saura récompenser ceux qui travaillent à le remettre dans les rangs. Le grand bazar est souvent victime de son succès et il délègue bien volontiers des tâches au sein du rassemblement parce qu'il y a du boulot, quoi. Des postes à prendre, il y en a, mais peut-être que les plus intéressants ne sont pas les plus visibles. Heu, pour finir, voilà, j'ai envie de te dire, pour te rassurer, il y a eu que 2 Mossem jusqu'ici. Heu, donc le premier, il a quand même été secoué par des insurrections contre l'Empire d'Or, et le second s'est tenu en Malkovie, notamment pour éviter les retombées directes de ces insurrections et des attentats, en fait, clairement. Heu, donc pour se retrouver au prochain rassemblement, les caravanes, elles n'ont qu'un laissez-passer provisoire qui leur permet de se rendre uniquement au lieu de rendez-vous, à savoir la vallée de l'Encens. Le but là-bas, c'est d'obtenir un laissez-passer normal qui permettra aux nomades qui le souhaitent de reprendre la route normalement sur les terres de l'Empire. Mais je vous prie de croire que l'Empire n'a pas oublié les incidents du premier Mossem et que la continuité des événements, elle sera matérialisée dans leur réaction. À ce moment-là, les oppositions entre caravanes, les responsabilités à prendre au sein du Mossem, les intrigues géopolitiques et même l'impact des événements d'un rassemblement sur le suivant, elles apparaîtront peut-être plus clairement. Voilà. Pour finir, tu nous parlais de l'impression d'être un nobody. Malheureusement, c'est un fait. Dire, à l'échelle du continent, les nomades, c'est pas grand-chose. Par contre, et c'est une règle de scénario, puisqu'une histoire n'est pertinente que si elle vaut la peine d'être racontée, puisque le rassemblement est le point de focus de l'histoire qu'on propose, ce rassemblement, lui, a certainement un rôle à jouer à l'échelle cosmique, comme tu dis. Reste à découvrir ce que c'est, et ça, évidemment, c'est pas un plaisir qu'on va vous gâcher ici, et on va plutôt vous le laisser découvrir en jeu. Donc j'espère que tu trouveras cette continuité que tu cherches et ton bonheur. En tout cas, je te promets que les instruments qui la permettent sont là. Voilà. En te remerciant pour ton observation, Yann. Eh ben, merci Léon pour cette, cette réponse Oui, c'était peut-être un petit très peu long, mais complète. la question de base était fort longue et je voulais couvrir tous les aspects qu'il abordait dans la question. Ouais, J'espère mais qu'il est content de la réponse. D'après ce qu'il dit dans le chat, oui, il est content. Eh ben voilà. Et ça, c'est beau. Voilà. Magnifique. Avant de passer à la suite, qui sont les questions de notre très cher plus grand tailleur de pipe de Toutanek, on va passer aux questions du chat qui, à l'heure actuelle, ont toutes été répondues. C'est beau. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet de rendre les ressources périssables. Cela me semble difficile à mettre en place. Est-ce toujours d'actualité ? Non, ce n'est pas d'actualité de faire un système de ressources périssables parce que simplement ce serait dévaloriser certains métiers de récolte. Donc je m'explique. Qu'on rende le poisson, la viande, les végétaux périssables, ça pourrait être logique effectivement. Qu'on rende le minerai, l'or et l'argent périssables, ça n'aurait aucun sens. Du coup, ce qui fait qu'un récolteur, un pêcheur, un chasseur ou un glaneur, théoriquement, ces ressources, comme elles sont périssables, pourraient valoir un peu plus que celles d'un mineur, mais ils ne pourraient pas thésauriser dessus.
Et en plus, en termes de matériel de jeu, devoir aller trouver les joueurs, récupérer les ressources périmées parce que, ah bah tiens, le joueur n'est pas venu à l'event de l'année d'après, il revient 2 events plus tard, ses ressources ne sont plus bonnes, bah, est-ce qu'il les a pris avec, est-ce qu'il va les jeter? Enfin, nous, ce matériel de jeu a un coût, aussi bien en argent qu'en temps, parce que les petites bourses elles ne se remplissent pas toutes seules. Ceux qui ont fait les Et ateliers ceux le qui ont savent. participé, ouais, c'est ça. Donc non, à l'heure actuelle, ce n'est pas prévu. Oui, et puis Euh, ça ouais. voudrait dire aussi qu'on devrait écrire une date de validité sur chaque petit sachet, Oh, c'est les mort. remplacer tous les ans. Ce serait fort, fort, fort compliqué. Après, il y a des choses qui sont périssables. Donc, par exemple, il y a des objets qui ont une durée de validité, mais c'est un objet, par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose qui a été crafté ou quelque chose comme ça, qui a une durée de validité qui est écrite sur la carte. Oui, merci, les outils par exemple. Euh, donc ça, oui, mais en termes de ressources récoltables, on va dire non, en effet. Ce serait beaucoup trop compliqué. Effectivement, comme dit Eureka, l'art de la salaison est compris dans la compétence de récolte. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux, John. Il y a du style dans ces petites boîtes. Alors, la prochaine question, elle est pour Lyon, apparemment, donc c'est parfait. Les guildes sont-elles illégales? Alors, la réponse courte, c'est non. Il n'y a rien d'illégal au fait de faire une guilde. Non, faut bien choisir autour de quoi cette guilde va se rassembler, quoi. Si c'est une guilde d'admiration de la culture elfique, par exemple, il y a peu de chances que ça passe, quoi. Voilà. C'est toujours Mais le sinon, problème. voilà, si tu veux faire une guilde de joueurs de craps, fais-toi plaisir. Ok. Simple et efficace. Alors, est-ce que vous envisagez d'insister un peu plus sur l'aspect économie, gestion, survie des caravanes pour insister un peu plus les interactions entre ces dernières? Par exemple, une caravane scientifique qui devrait vendre ses compétences aux autres caravanes contre de la fourrure et de la bouffe, juste pour pouvoir survivre entre deux Mossem, parce que dans l'état, ça n'est pas vraiment nécessaire de le faire. Moi, je vais donner un petit point de réponse qui me paraît logique. Comme l'a si bien dit Lyon, les actions du Mossem entraînent une réaction de la part de la politique extérieure, Empire d'Or, Malkovie et autres. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore eu besoin beaucoup de vous entraider. Je pense que l'avenir vous donnera tort. Pour faire simple. Voilà. Mais il y a déjà des caravanes qui interagissent, notamment en échange de ressources ou en échange de compétences. Typiquement, à la récolte, il y a beaucoup de gens de certaines caravanes qui y vont. Leurs ressources, ils ne les mettent pas dans leur poche, elles circulent. Donc il y a déjà des échanges. Je ne sais pas si là-dessus Lyon veut ajouter quelque chose, mais... Non, peut-être, voilà, les ressources, l'économie, c'est quelque chose de très très difficile à doser, surtout dans un jeu de rôle d'ampleur où il y a 1000 personnes sur place qui peuvent s'échanger des choses. La volonté à la base, oui, c'était de pouvoir jouer sur un axe de survie. Maintenant, il s'avère que les caravanes s'en sortent très bien pour survivre parce que elles n'ont rien qui font dépendre de leur survie autre que le fait d'obtenir à laisser passer. Maintenant, comme Charles le disait en Faille 6, ça peut être amené à changer. Je veux dire, le Mossem, c'est très anecdotique à l'échelle de la géopolitique. Par contre, il commence à s'y passer des choses quand même cheloues pour les gens qui sont impliqués un petit peu dans justement les trames scénaristiques. Ça va attirer l'attention et il y a de fortes chances, oui, que la survie des caravanes dépende de avec qui on est d'accord, avec qui on n'est pas d'accord et qui se serre les coudes ou pas, quoi. En gros, le Grand Bazar ne se sera jamais utile que l'Empire d'Or lève des armées contre le Grand Bazar. Par contre, si un jour, contre le Mossem, si par contre un jour il décide que la moitié des caravanes doivent disparaître, il se privera pas, quoi. Donc voilà. Essayez aussi, petit point en plus, essayez aussi en tant que joueur, si les actions de votre caravane fait qu'elle doit être annihilée par l'Empire d'Or, la Malkovie ou quoi que ce soit, acceptez-le, ça fait partie du jeu. Parce que voilà, il y a parfois des gens qui ont du mal à avoir leur personnage
dans lequel ils ont investi tant d'affection se faire éradiquer. La mort fait partie du jeu. Ouais, ici, C'est très très quelque chose, important. Ça a été décidé au tout début de ce cycle-ci, de décider que voilà, la mort était permanente. C'est parce qu'on veut aussi que les gens puissent jouer en ayant peur de mourir, certes, mais en ayant aussi l'opportunité de vivre le frisson justement de ce que c'est de perdre un personnage en ayant vécu son aventure, etc. Donc des gens qui vont mourir, il va y en avoir et il faut l'accepter, quoi. Et éventuellement avoir un costume de rechange. Yep. Alors, comme ça fait 1 heure, moi je vous proposerais peut-être de faire une petite pause de 10-15 minutes. Grand max, hein. Histoire... si vous avez des questions, vous pouvez les balancer pendant la pause. On reviendra en arrière dans le chat pour aller les chercher. Ça va ? Je ne sais pas si ça vous va aussi. Lyon, Anne. Ouais. Ouais, moi, y a pas de J'ai cru que souci. vous étiez déjà parti, quoi. J'ai dit le mot pause. Allez, ça. Je sais ou quoi? Je te l'aurais dit si je partais. Mais oui, je sais, c'est pour rire. C'est la Voilà. pause. Voilà, l'équipe IT, comme le dit si bien la carte, continue de tout noter. Donc on va juste faire une petite pause de 10-15 minutes. On revient tout de suite après. À tout à l'heure. Je vous remets la petite À musique tout à d'ascenseur l'heure. juste pour le plaisir. Et Ah, bah, évidemment, quelqu'un la réclame. évidemment, je la remets, laissez-moi le temps. Allez. J'étais justement en train de dire aux autres que d'un côté, je trouvais ça très entraînant, mais d'un autre côté, c'était vraiment énervant. Ah, c'est pas pour rien qu'il y a des compétitions de 10 heures aussi. Je me suis dit, voilà, c'est peut-être un peu long. Allez, encore une petite boucle. Oh ouais. Swing à max. Allez, on va arrêter les bêtises. Oh, Voilà. ma lèvre en faisait une petite danse. Ah ouais, oh j'imagine ça. Oh, fais une vidéo. Prochaine Oui, on vidéo de ta voudrait chaîne, une c'est toi qui vidéo. danses, hein. Moi, sinon je me désabonne instantanément, quoi. Malèvra, on a une battle sur le dance floor qui n'est pas terminée, je te rappelle. Hein. Ok, alors, où en était-on ? On est toujours aux questions du chat. On va répondre à celles qui sont répondues. La prochaine, elle est pour toi, Lyon. Donc, ce pourquoi Oui. on a eu un OK pour l'événement annulé est-il toujours OK pour le suivant ? Ou est-ce prudent de renvoyer un mail pour s'en assurer ? Lyon. Eh ben oui, ce qui est OK pour l'événement annulé est toujours OK pour le suivant. Maintenant, me renvoyer un mail qui me résume le pourquoi du comment, donc dans la suite du trade, ça me rendrait service. Comme ça me rafraîchit la mémoire sur tous les petits trucs qui sont à droite à gauche et qui sont validés, parce qu'il y a énormément de choses en cours. Donc oui, c'est toujours OK. Mais franchement, renvoyez-moi un petit résumé, comme ça revient dans ma to-do list tout au-dessus. OK. Magnifique. Alors, la suivante, question rules donc pour moi. Pour les PJ qui prévoient de jouer des créatures spéciales, peuvent-ils se baser sur leur fiche de créatures de l'année précédente ou est-ce revu chaque année ? Alors, les créatures spéciales, c'est revu chaque année par les gardiens, donc ceux qui passent et qui, en fonction de votre costume, vont vous attribuer des caractéristiques, des bonus, des malus. C'est les gardiens qui gèrent ça. Par contre, n'hésitez pas à avoir avec vous votre fiche de l'année précédente parce que les gardiens peuvent changer, les personnes qui font le tour peuvent changer. Donc c'est toujours bien pour avoir une continuité d'avoir votre fiche de l'année précédente et ils vous mettront sans doute des choses en accord avec ça. Donc c'est les gardiens qui vous mettront vos nouvelles règles spéciales, mais avoir les anciennes c'est toujours un plus. Si vous faites une créature spéciale, renvoyez vos infos et si possible une photo de vous avec le costume à Univers. Parce que c'est la cellule Univers qui définit si votre créature rentre dans le cadre de l'univers de Ragnarok. Comme ça, vous faites des petites fiches. Comme ça, Univers fait des fiches que les gardiens peuvent avoir avec eux pour aider à la manœuvre. Et en plus, les validations prennent moins de temps. Yep, et tout le monde il est content. Alors, oui. question suivante. Y a-t-il prévu peut-être un jour Donc, est-ce qu'un jour il est possible que Ragnarok fasse plus d'un event officiel par an ? C'est-à-dire le grand Mossem en été, plus d'autres events Ragnarok LARP, peut être plus courant de l'année en dehors des interlives. Je pense plutôt à des events type Candoria printemps-automne. Alors, pour ce qui est des inter-events, parce que ça reste un inter-event du coup, comme on vous l'a déjà mentionné, ce n'est pas possible pour nous, à l'heure actuelle, avec l'équipe qu'on a, de mettre ça en place et de produire des événements de qualité. On n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de temps, parce que
tout comme vous, imaginez bien que l'organisation de Ragnarok, elle est totalement bénévole. Du coup, on n'a pas forcément le temps. On a tous un boulot, une maison à gérer, une famille, voilà. Donc à l'heure actuelle, c'est pas faisable. Si vraiment vous avez envie de ça, encore une fois, n'hésitez pas à proposer de rejoindre l'organisation. On est toujours preneur de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Et si vous ne savez pas rejoindre l'organisation, envoyez quand même vos idées par mail. C'est pas pour autant qu'on sera forcément toujours oui, c'est génial, mais c'est toujours une bonne base. C'est une honte, le Torsar. Une honte de quoi ? Dis-nous tout. Balance. D'ailleurs, vis-à-vis d'une aide pour l'organisation, on peut aider même si on est loin. Faut savoir que 80% des réunions de l'AG et du CA se font via Discord. Donc, a priori, être loin n'est pas un problème. On ne fait que quelques petites réunions en physique. Là, on n'en fait plus parce que Covid, mais il y a très peu de réunions en physique. Donc, c'est toujours envisageable, même pendant les réunions en physique, d'avoir un feed avec la personne sur un écran pour les moments importants. Donc oui, même si vous êtes loin, ça reste possible. Puis ça dépend de ce qu'on appelle loin aussi, quoi, parce que ici, l'équipe actuelle, elle est divisée, on va dire, grosso modo, je fais large sur les régions, entre Liège et Bruxelles. On se retrouve une fois du côté de Liège, une fois du côté de Bruxelles. Quand on fait les réunions en physique, on switch pour que chacun fasse une partie du trajet et que une fois sur deux, il y en a qui doivent rouler un peu moins que les autres, quoi. Il dit France. Ah oui, France, oui, ok. Oui. Là, c'est un petit peu plus loin. C'est un petit peu loin, mais c'est toujours envisageable. Et puis, ça dépend aussi de la cellule que tu souhaites rejoindre. Oui, c'est ça. Parce que forcément, si tu veux rejoindre la cellule atelier pour fabriquer les matériels de jeu, là, il faut être là physiquement, sinon c'est compliqué. Mais par exemple, pour la cellule scénario univers, ça peut se faire à distance. Pour la cellule rules, ça se fait à distance. On travaille principalement, aussi bizarre que ça puisse paraître, via Facebook. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le Torsar bénévole, et ça veut même pas faire un 38 heures. Écoute, on fait déjà plus d'un 38 heures pour le boulot, donc à un moment, les journées ne sont pas extensibles. Gros bisous. Non, en effet. Donc si vous avez plus d'orgas, le fait d'envisager un event supplémentaire par an est possible. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il nous faut des orgas pour la logistique, il nous faut des orgas pour le scénario, pour que tout ça soit cohérent et intéressant, parce que c'est cool la cohérence, mais si tout le monde se fait chier, ça sert à rien quand même. Donc oui, si on a plus d'orgas, c'est tout à fait envisageable. Mais là, c'est pas le cas. En effet, c'est ce qu'on expliquait plus tôt dans le live, c'est que pour le moment, cette année, l'équipe est un petit peu réduite, donc du coup, organiser un interlive en plus de l'événement, c'est fort compliqué parce que du coup, on doit mettre toute l'énergie dans l'interlive qui se fait du coup souvent avant l'événement de l'été. Et puis une fois que l'interlive est passé, là on se dit ah mince, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps avant l'événement, donc on doit d'aller dedans, courir et risquer d'avoir quelque chose de moins qualitatif. Donc oui, pour le moment, si on était plus, ce serait envisageable, tout à fait, oui. Alors, question suivante. Je me demandais si la magie est interdite par l'Empire. Du coup, l'invocation aussi. Du coup, être un invoqué en Tanak est-il illégal ? Lyon. Je t'en prie, Balanceman, Cadence Mal, Trace la glace, c'est le Bobman. C'est une très bonne question. D'instinct, j'aurais envie de te dire d'aller simplement tester les limites et demander à un officiel de l'Empire d'Or ce qu'il en pense. Et puis tu verras. Ça dépend un petit peu de son humeur, de l'endroit où t'es, des consignes qu'il a reçues, du potentiel tribunal qui va te juger, que ce soit la caravane, le tribunal, un tribunal de campagne, une cour martiale. C'est à voir. Voilà. Tout simplement. À votre avis, combien de temps cela prend à chacun d'entre vous d'organiser un événement ? Alors là, c'est une excellente question. Combien de temps ça prend pour organiser l'événement ? À mon sens, incalculable, dans le sens où, typiquement, moi, pour la cellule Rules, au final, l'organisation de cette cellule-là prend assez peu de temps. Par contre, être disponible pour les AG, ça prend pas non plus énormément de temps. Faut compter une AG, on le fait quoi, toutes les 2 semaines ? Ouais. Toutes les 2 semaines, quelques heures. Mais le reste du temps, il y a aussi du temps mental, parce que tout le temps, et Lyon et moi, on peut vous en parler vu qu'on travaille ensemble, toute la journée, de tous les jours de l'année, on réfléchit à ça.
Donc c'est incalculable. Ouais, ça c'est... Alors, pour revenir sur les invoqués, il y a oui mais bon, il doit quand même bien avoir un code de loi que nous sommes censés respecter et devons connaître. Pour ça, il y a les lois Malkov, il y a les édits malkoviens qui sont disponibles sur le site internet. De l'Empire d'Or, tu veux dire? Oui, désolé. Les édits de l'Empire d'Or. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait peut-être y apporter un addendum pour les invoquer, parce que je ne pense pas que la situation invoquée soit dedans. Mais ça, c'est non, un peu mais ce que je allusion, disais tout à l'heure, je le disais sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui statue dans la position de l'Empire sur la magie. Maintenant, ça va dépendre de la personne qui va devoir interpréter cette loi, en fait. C'est comme vous pouvez tomber sur un flic ripou qui va trouver toutes les raisons de vous casser les couilles, ou vous pouvez tomber sur un type qui va être compréhensif et qui va vous dire oui, non, d'accord, ça je vois bien que c'est inoffensif en fait. Donc, c'est dans l'absolu, il y a ce qui est dit dans les édits de l'Empire d'Or, qui est à comprendre tel que c'est dit. Pour le reste, bah oui, ça se joue quelque part, quoi. Donc voilà, il y a une loi, mais c'est comme toutes les lois, il y a un contexte avec. Mais je pense que la précision de Malévran est importante. Pour un joueur, c'est de savoir si la race est illégale. On ne dit pas au joueur, si tu veux jouer un elfe, va demander au gars de l'Empire d'Or ce qu'il en pense. Ah oui, ok. Donc je suis assez d'accord avec ça. Là, comme ça, je ne sais pas si on peut apporter une réponse directe. Moi, je ne l'ai pas. Mais du point de vue de l'Empire d'Or, est-ce illégal ou pas? J'ai pas souvenir qu'il y ait de précision là-dessus. Donc. Ouais, c'est ça, de précision là-dessus. Donc par défaut, j'ai envie de dire non, à confirmer éventuellement en dessous de la rediff du live ou par mail si le type peut nous poser la question par mail, je ne sais pas. J'irai gratter dans ce qu'il y a de loi pour voir s'il y aurait quelque chose de spécifique là-dessus, mais non, en tout cas, ils ne partagent pas le statut des elfes qui, eux, sont pas seulement illégaux, ils sont traqués, en fait. C'est la fin d'un génocide, ce qui se passe avec les elfes. C'est pas juste que c'est des clandestins, quoi. Donc, de toute façon, non, c'est pas comparable à l'expérience vécue par des gens qui joueraient Donc, elfes. A priori, non, ce n'est pas illégal d'être invoqué, mais si vous tombez sur un fonctionnaire très zélé de l'Empire d'Or qui a envie de vous péter les... Voilà. Vous pourriez avoir quand même des problèmes, mais a priori, non, ce n'est pas illégal. Voilà. Question relativement en rapport avec ça qui vient de sauter. Merci pour la réponse précédente. Pensez-vous que jouer un mage au service de l'Empire est possible pour un PJ ou est-ce un rêve idyllique? Puis de demander par mail, encore une fois. Donc voilà, ça c'est plus à adapter en fonction du background, donc à voir par mail avec univers et scénario. Après, il y a par exemple des caravanes qui sont, on va dire, je ne veux pas dire au service de l'Empire, quoique peut-être, en fait si. Mais il y a des caravanes qui sont pro-Empire d'Or et qui travaillent pour l'Empire d'Or. Donc du coup, en jeu, tu peux très bien aller trouver les officiels de l'Empire et dire ah bah voilà, moi je souhaite me mettre à votre service et ils vont sûrement te donner des choses à faire. Ouais, même si vous avez des envies et que vous arrivez à les présenter à un officiel de telle sorte de lui dire que c'est pour la gloire du prophète ou pour l'Empire, machin, etc. Il y a des officiels qui peuvent même potentiellement vous financer des idées que vous avez et que vous voulez faire au Mossem. Comme on prenait l'exemple tantôt, si quelqu'un voulait dire bah, moi je veux faire une caravane ambulante de l'église du prophète, qui demande à un officiel et puis en cours d'année par mail on s'arrange, on s'échange les infos nécessaires à ce que vous puissiez trouver ça si ça se met quoi. Mais on a vraiment besoin de votre communication quoi. Quand on a vos contacts caravane, on a vos informations générales à propos de votre caravane, il faut pas hésiter à passer via votre contact caravane pour dire moi j'ai quelque chose avec un personnage, avec mon personnage, une envie particulière, un truc, est-ce que tu peux demander quoi, simplement. Voilà, quelqu'un qui me dit bah, je voudrais jouer un mage au service de l'Empire d'Or spécifiquement, qui nous le demande par mail et on discutera du cadre de la réalisation possible de cette idée-là. Et ça me semble pas du tout un rêve hors de portée du tout. Voilà. Ok. J'ai peur d'avoir 14 000 mails demain. Ça va être le cas, mais c'est mieux ça que de pas en avoir du tout. Ah ouais, je serais très heureux de les avoir. J'ai hâte. Oublie pas qu'on peut les traiter ensemble. Ah ben j'espère bien, je suis pas tout seul dans la cellule univers ni dans la cellule scénario. Merci les gars quoi. C'est toute une équipe. Alors, petite question, si on utilise une pierre météo-gobeline et si la pierre est mouillée, est-ce qu'il pleut? Maman, as-tu réponse à ça? Eh ben oui, je pense que oui. Et alors je dirais même plus que si la pierre est chaude, c'est qu'il y a beaucoup de soleil. Si la pierre s'envole dans tous les sens, c'est qu'on est plutôt
en temps de tempête fort venteux et que si la pierre a disparu, ben, c'est que là, il est temps de courir parce que c'est la fin du monde. Et si vous avez, oui, si la pierre est gelée ou recouverte d'un petit tas de neige, c'est du coup qu'il fait moins de 0 degré et qu'il neige. Voilà, voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais je trouve que le caillou météo, c'est quand même un super outil. Et oui, alors si on donne la pierre à Palès, elle se transformera en couteau. C'est vrai, il y a ça. Donc voilà, mais ce sera plus un caillou météo, mais vous aurez un couteau. Ok, on va couper ici la digression sur les pierres météo gobelines, même si c'est fort intéressant. Mais je pense qu'on peut passer sur on est sur les questions du hobby, il me semble. C'est ça. Ouf. Oui, Ouh tout là là. à fait. là Je là. ne sais pas si Fred est disponible pour y répondre avec toi, mais je ne pense pas. Non, Non. il n'est Ok. pas là. Non, il n'est pas là. Ok. Ok. Eh ben, Amuse-toi bien. on va faire ça, hein. On va les faire dans l'ordre. Et j'espère. Dans l'ordre. J'espère. Alors. Ravar, es-tu là d'abord? Parce que s'il n'est pas là pour écouter les réponses à ces questions, je vais me fâcher. Oui. Est-ce qu'il est reparti ou est-ce qu'il est toujours là? Attends, je vais de ce pas vérifier. Il est là, il est là. Bah ça va. Bah écoute bien. Ok, Écoute parfait. bien. Ouvre bien tes oreilles. Question A. Où vont les âmes lorsqu'elles quittent leurs hôtes maintenant que les cimetières sont inactifs? Vont-elles ou transitent-elles par Sheol? Eh bien, tu le découvriras en jeu. Comment Question 2. Comment fonctionnent les pierres de vie? Eh bien, ce sont des pierres qui contiennent un concentré de magie et que les tisseurs peuvent utiliser pour modifier la réalité. Question 3. Pourquoi le nom de tisseur? Y a-t-il un lien avec le métier à tisser qui représenterait Anouk et Eswin? Eh bien, encore une fois, ils tissent pour modifier la réalité. L'origine du nom précise, elle est perdue dans le passé, mais il est possible que ça soit lié. Il faudrait demander par exemple à la tisseuse ou à un roi des tombes. Eux, ils savent peut-être. Question 4, donc, comment gérer les informations de l'ancien cycle? Au départ, cycle 2, il a été dit que toute info connue de l'ancien cycle pouvait être considérée comme connue. Alors oui, c'est vrai que ça c'est un sujet un petit peu complexe. Les infos connues, évidemment, elles n'ont pas changé. On n'a pas changé les événements du premier cycle. Mais il faut rester cohérent quant à ce que peut savoir en fait un simple nomade, quoi. L'Empire d'Or, lui, il a clairement, d'une certaine manière, réécrit l'histoire. Et le nomadisme, c'est pas facilement compatible avec les connaissances d'érudition. Donc connaître les grandes lignes du cycle 2, l'histoire en fait, c'est acceptable. Du cycle 1. Ouais, du cycle 1, pardon. C'est acceptable. Maintenant, commencer à aller dire que tu te souviens parce que tu as appris par cœur le journal de ton grand-père qui était en fait une copie de tous les livres de l'Ouroboros, bah ça non. Ça c'est pas possible. Donc voilà, faut doser et encore une fois, si vous avez un doute, donc si vous vous dites: «Ouais, je voudrais bien jouer sur tel axe qui existait au cycle 2, mais j'ai pas envie soit qu'on me le reproche, soit que ça entre en conflit avec le truc, avec le Toujours scénario cycle 1. existant», envoyez un mail. Toujours la même chose. Toujours un Voilà. axe du cycle 1. Oui, pardon. Ce sont des lapsus parce qu'on travaille énormément sur le cycle 2, vous vous en doutez. C'est ça. Alors question 5. Qu'est-ce que Unsur? Une personne, un dieu ou simplement un lieu-dit? Eh bien, c'est quelque chose que tu découvriras en jeu. 6. Y a-t-il une hiérarchie au sein des anciens dieux? Eh ben, c'est à découvrir en jeu. Je t'invite encore une fois à poser la question à un prêtre du cristal, par exemple. Peut-être qu'il aura des réponses. Question 7. Qu'est-ce que le dédale du destin? Eh bien, tu le découvriras en jeu. 8. Pourquoi Anouk et Eswin sont-elles les deux dernières présentes dans le dédale du destin? Qu'ont-elles de spécial par rapport aux autres dieux? Pourquoi n'ont-elles pas aussi disparu? Bah, tu peux par exemple poser la question au gardien. Encore une fois, tu peux aussi demander au prêtre du prophète de cristal, mais ça peut avoir une influence sur l'espérance de vie par contre. Question 9, qui est Enamel. Ayant un gardien, est-il un ancien dieu? Possède-t-il sa propre relique? Alors c'est ce qu'on pourrait appeler un dieu des rivières, et non, à ma connaissance, il ne possède pas de relique. Est-ce que question 10, est-ce que le fait que l'Empire d'Or génère de plus en plus de non-vivants, et donc que les cycles de la vie soient ainsi interrompus, a un impact sur la magie du monde?
De prime abord, on pourrait dire qu'en tant que nomade, tu pas vraiment de moyen de le savoir, hem, à moins que ça soit tellement fort que ça se finisse par se manifester, autour de toi. Donc grosso merdo, à découvrir en jeu. J'espère que tu es satisfait de des réponses à tes questions, même si je sais que tu te doutais que beaucoup partageraient la même réponse. Mais voilà, comme ça, des joueurs peut-être ont pu entendre parler de vieilles choses oubliées que certains essayent de dépoussiérer et ça leur donnera peut-être envie de se lancer sur des pistes pour t'aider à répondre à toutes ces questions. On te dit que tu pourras découvrir un jeu s'il est satisfait. Bah, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc oui, voilà, comme on l'avait annoncé en annonçant le live Twitch, on ne va pas tout dévoiler non plus pendant ce live. C'est pour ça que beaucoup de réponses à ces questions étaient cela se découvrira en jeu. Donc voilà, on ne veut pas vous gâcher des surprises et des choses comme ça à l'avance. On comprend qu'il y a eu pas mal d'incompréhension. Il y a toujours une zone de flou en JN. Mais nous, on vous invite franchement à essayer de la traverser, la zone de flou, pour aller à la rencontre vraiment des gens et de l'univers. Parce que c'est là que vous allez trouver ce qu'on a caché pour vous, quoi. Peut-être qu'on vous le frotte pas constamment au visage ou qu'on ne l'annonce pas toujours dans un feu d'artifice, mais il y a plein de choses à voir et surtout plein de gens à rencontrer. Tanac, quoi. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Les questions du chat. Les commentaires. C'est quoi? Alors, je vais commencer par celle qui concerne les gardiens, ça on peut y répondre tout de suite. Donc, en voulant commettre un larcin, purement RP je précise, et que seul un gardien est présent, peut-il être considéré comme témoin physique ou reporter les faits à un PJ/PNJ, ou bien je ne dois pas considérer sa présence? En fait, c'est quelqu'un qui s'inquiète de se faire balancer par un gardien? Voilà. Bah, j'ai envie de te dire, ça dépend du gardien, quoi. C'est ça. Ça dépend ce que tu voles et pourquoi, et peut-être que ce que tu as de mieux à faire, c'est d'aller lui en parler, lui dire écoute, j'ai fait ça, pour telle raison, machin. N'oubliez pas que donc, les gardiens ont bien sûr un rôle d'arbitrage, mais ce sont avant tout des joueurs passionnés qui ont mis leur temps au service de l'organisation. Mais ils sont quand même là pour jouer. C'est pour ça que vous pouvez aller discuter avec les gardiens. Ils ont énormément d'informations parce que leurs personnages sont souvent assez vieux. Et puis au-delà de ça, est-ce que, même si le gardien savait ce que tu as fait et si un tribunal lui demandait, penses-tu que le tribunal a les moyens de faire parler un gardien? Comme faire la réponse aux questions précédentes de comment tuer un gardien. Voilà. Donc c'est du jeu. Oui, théoriquement, un gardien pourrait être balancé. Après, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? Ça dépend du gardien. Si tu voles devant Caran, par exemple, voilà. Il dira sûrement que c'était toi quand on lui demandera dans un tribunal. Alors que si tu tabasses quelqu'un devant Garlock, bah, peut-être qu'il va juste se marrer et te donner un coup de main. Ça dépend des gens. Alors si c'est Caran avec un K, Ravard, je suis déçu. Oui. Alors, autre question qui est passée vite fait, à laquelle on peut répondre vite fait. Quelle est la réponse à l'énigme finale permettant de renvoyer Morjult dans le monde des morts? C'est pour un copain. Eh bien, écoute, évidemment. Évidemment, la réponse est à découvrir en jeu. Et si c'est pour un copain, ton copain peut contacter un officiel de l'Empire d'Or qui se fera un plaisir de lui prodiguer des informations voilà, de la méthode qui lui paraîtra la plus adaptée. Alors, question qui a été posée sur le chat il y a déjà un certain temps. Où se feront les ateliers cette année, si atelier il y a? Alors, on espère qu'il y en aura. Voilà, les ateliers se feront uniquement si les conditions sanitaires le permettent. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. A priori, ils se feront à Liège, pour la simple et bonne raison que le responsable de la cellule atelier est liégeois et qu'il a à sa disposition un atelier sur Liège. Parce que c'est bien beau de faire des réunions ateliers, mais il faut du matériel. Oui. Il y aura évidemment en plus, encore une fois, si la situation sanitaire le permet, tout ça, les week-ends de construction sur site, qui seront comme toujours chapeautés par Julian, notre indéfectible logisticien. Un grand merci à Julian. Et 2 milliards de merci à Julian pour ça. Donc voilà, les ateliers, purement ateliers fabrication de petits matériels, voire gros matériel, parce que l'atelier est quand même, on peut le dire, relativement bien équipé, se feront sur Liège, et les week-ends construction, comme d'habitude, se feront sur le site de Ragnarok en lui-même, donc à Brézy, près de Gouvy. Alors, il me reste... vous serez prévenus, évidemment,
des dates des ateliers. Enfin, je veux dire, si on peut en organiser et que ça ne nécessite pas l'utilisation de machines dangereuses et que du coup on peut vous faire participer, on vous préviendra et on vous donnera toutes les infos nécessaires pour nous rejoindre si vous avez envie de nous donner un petit coup de main. Yep. Alors, il reste les questions de Shaman Caster auxquelles je vais répondre vu que Fred n'est malheureusement pas disponible. Les questions ont été posées en anglais. Je vais y répondre en français parce que mon accent anglais serait pire pour vous que 20 heures de musique d'ascenseur. Si la personne désire qu'on lui envoie la réponse en anglais, on peut lui faire par retour de mail, bien évidemment. Alors, donc Ragnarok 2020 n'est pas arrivé à cause du Covid-19. Qu'en est-il des XP et qu'arrive-t-il au niveau du TI ? On y a répondu en début de live, je le redis. En fait, l'événement n'a tout simplement pas eu lieu. Dès que le prochain événement pourra avoir lieu, ce sera la continuité parfaite de ce qui a été fait l'événement avant. Et il n'y a du coup pas d'XP. Voilà. Alors, la magie est-elle légale ou pas ? Alors, selon les règles dans l'Empire d'Or, la possession et l'usage des pierres de vie ou d'éons sans autorisation, autorisation de l'Empire d'Or évidemment, est interdite. C'est également la même chose pour les objets magiques. Donc, la law magic, donc les runes ne devraient pas être illégales. Encore une fois, ça dépend de l'officiel sur lequel vous tombez. Et il ne faut évidemment pas jeter de sort devant un officiel de l'Empire d'Or, il le prendra très mal. Donc la magie est illégale du point de vue de l'Empire d'Or. Après, au précédent Mossem, nous étions en Malkovie, ce sont les lois Malkov qui s'appliquent. En Malkovie, la magie n'était pas illégale. Par contre, si vous le faisiez devant un officiel de l'Empire d'Or, il allait quand même vous moter ou vous balancer. Hein, donc c'est toujours, ça dépend d'avec même qui juste vous noter êtes. votre nom pour attendre que vous reveniez sur le Oui, territoire c'est ça, de l'Empire il d'Or. va, même s'il peut rien vous faire, il va vous noter, la caravane d'où vous venez, machin, vous remettez un pied en Empire d'Or, vous allez avoir Parce une que petite des visite. listes, on en a, hein. Oula. Ça, j'avoue, il y a un paquet de listes et elles sont très détaillées. Alors, une autre question. Peut-on créer de nouvelles formes de magie ? Alors, c'est un processus qui est très long et très 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 difficile, mais ce n'est pas impossible. Par contre, ça pourrait dépasser la durée de vie de votre personnage. D'accord ? C'est vraiment créer une nouvelle forme de magie, c'est pas rien. C'est pas créer une recette pour empêcher d'avoir un petit mal de tête après une gueule de bois, quoi. Donc rien, théoriquement, quasiment rien n'est impossible dans le monde de Tanak, mais il y a des choses qui prennent tellement de temps que ça en devient fortement compliqué. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions de Shaman Caster. Qu'est-ce qu'il nous reste comme question ? Moi, je vais juste ajouter un petit point. Yep. Donc, je vois que Tonton Wolfram nous dit je crois que pour beaucoup, il n'est pas clair que les gardiens sont des personnages réels en jeu. Dans beaucoup de GN, les arbitres sont virtuels. Et Altrast nous donne un exemple ensuite. Alors, moi, ce que je vous propose, on va vous refaire une petite communication spéciale gardien pour vous expliquer exactement, pour réexpliquer encore une fois en quoi ça consiste, comment ça marche. Alors, on va reprendre vos exemples pour pouvoir vous expliquer tout ça au mieux. Et donc, on vous fera quelque chose d'écrit qu'on postera sur le site et sur la page Facebook et sur le groupe Facebook et sur Instagram. Enfin, partout où vous pourrez le lire. Comme ça, vous aurez toutes les infos et vous ne serez pas obligé de re-regarder la vidéo YouTube ou au cas où, ici, on risquerait d'oublier des choses. Donc, on vous note ça dans notre planning de com. Ce sera probablement pas la semaine prochaine parce qu'il faut le temps qu'on écrit tout bien. Mais on vous prévoit une com spéciale pour expliquer les gardiens et tout ce qu'ils font, tout ce en quoi ils consistent et autant leur rôle TI que TO. Si vous nous envoyez des questions par mail, on va dire plus globalement sur d'autres sujets, certaines questions, on peut en faire des coms. C'est-à-dire que si on a par exemple 3 ou 4 personnes qui nous reviennent avec la même question, on va vous faire une com générale pour tout le monde. Comme ça, ça va pouvoir servir à toute la communauté. Et oui, éviter le scénar, ça marche pas en effet. Donc oui, si vous envoyez, si vous êtes plusieurs à poser la même question, on vous fera des coms pour que vous ayez toutes les infos nécessaires. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de bêtes questions. Et au pire, on vous dira que c'est à découvrir en jeu. Alors là, on n'a plus de questions. Sauf s'il y a une question qui a été oubliée, mais je ne pense pas.
Je ne pense pas non plus. Donc, si vous avez des questions, là, c'est le moment, c'est l'instant. La vidéo sera de toute façon récupérée et montée pour être balancée sur YouTube pour que ceux qui n'y aient pas eu accès puissent la voir sur YouTube. Et elle sera forcément laissée dans les vidéos de la chaîne. Mais elle... Oui, Nico, tu es très beau. Mais les vidéos de la chaîne ne restent que 15 jours, il me semble. Je ne suis pas un expert de Twitch, mais je crois qu'après 15 jours, elles disparaissent. Donc, on va la mettre sur YouTube après un tout petit montage. Est-il envisageable de présenter son PJ en tant que PNJ pour passer au service du scénario? Alors, si je comprends le sens de ta question, est-il possible que toi, en tant que PJ, tu deviennes PNJ avec le même personnage pour aider le scénario, c'est ça? Ça, Je pense que je c'est crois ce que c'est qu'il ça. Il me semble que c'est déjà arrivé, mais je ne suis pas sûr. Lyon, Anne, c'est Ouais. vous qui vous occupez de ça. Ouais, c'est possible. Maintenant, il faut que ce soit parce que c'est pertinent, quoi. Parce que être PNJ, je parle vraiment nous d'un point de vue orga, c'est une arme à double tranchant. Parce que soit ça va être pertinent, on va avoir réussi à te monter un bon briefing, que tu vas avoir bien intégré, tu vas le jouer de manière bien dynamique et ça va bien fonctionner, quoi. Soit les joueurs vont pas accrocher à quelque chose, ou tu vas avoir besoin de trop nous solliciter ou quoi, et ça va être un frein plus qu'autre chose dans la mécanique globale de l'organisation, quoi. Malgré que toi tu feras de ton mieux et que ce sera pas de ta faute, mais donc il faut que ce soit quelque chose de pertinent et pas juste parce que tu te dis ah ben je vais filer un coup de main même si ça fait super plaisir. On verra en fonction en fait de ton personnage, d'à quel point il peut être utile. Voilà, pour faire tourner les engrenages scénaristiques, quoi. Mais sinon, oui, le proposer, c'est avec plaisir qu'on y jettera un œil et qu'on décidera ensuite c'est quoi la formule la plus adaptée pour que tu nous files un coup de main, quoi. Alors, question suivante, je pense. C'est à partir de quel moment on peut dire qu'on bascule d'un personnage classique à une créature spéciale? En fait, c'est à partir du moment où déjà il y a un costume qui est en adéquation avec ça. Donc c'est pas juste tiens, j'ai mis des cornes 2 cm plus grandes, je suis une créature spéciale. Ça demande un vrai effort de costume et de roleplay. C'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Et du coup, une fois que ce costume est mis en place, il faut faire une demande à l'organisation. Donc il faut envoyer un mail à Univers d'abord, avec photo du costume en situation, plein de photos, un maximum, et l'effet escompté. À ce moment-là, Univers statue si c'est possible ou pas, et les créatures spéciales, comme leur nom l'indique, en fait, elles sortent du cadre des races proposées par Ragnarok. Typiquement, un Skaven rentre dans la race Homme-Bête, si je ne m'abuse. L'aura ogre des Skaven sort de la classe Homme-Bête. Il a des possibilités en plus, et il a des malus qui vont aussi avec. Parce que c'est jamais que du positif, sinon on se ferait méga chier. Donc, pour étoffer ma question, je joue un homme corbeau et j'aimerais me faire pousser des ailes pour pouvoir passer de bateau en volant, c'est spécial ou pas? As-tu vu d'autres personnages voler? Donc oui, de facto, c'est spécial. Maintenant, un costume qui te permettrait de voler, il va aussi falloir trouver un moyen de simuler cela. Donc ça, je t'invite à envoyer ton mail à Univers avec la façon dont tu comptes t'y prendre, ce que tu recherches exactement, et une photo de ton costume. Mais en fait, en vrai, la simulation de vol, ça va pas être possible, quoi, les gars. Non, la simulation de vol, ça ne va pas être possible, ça, mais c'est parce que c'est un exemple, donc je réponds à l'exemple. Ouais, bien sûr. Oui, je dis pas ça pour toi, mais je m'adresse directement à la personne que tu veux être un homme corbeau et avoir des ailes, très bien, mais simuler le vol, ça demande de mettre des mécaniques en place et nous de réécrire des trucs, et donc non, en fait, c'est un domaine qui n'existe pas dans le jeu de Ragnarok, le vol, donc ça sort du cadre, typiquement. Parce que, évidemment, vous vous doutez bien que si tu es capable de voler, il peut aussi y avoir des joueurs qui voudraient faire la même chose et avoir des abus. Des gens qui en combat vont se dire tu ne peux pas me toucher parce que je vole, moi j'ai un arc donc je peux te tirer dessus à bout portant mais je suis au-dessus de ta tête. Donc faut comprendre qu'on n'est pas dans un simulationnisme pur de l'ordre de ouais si t'es pas capable de le faire va te faire bon voilà, on n'est pas là-dedans, mais il faut aussi toute raison garder, si une tente est une tente, quelqu'un qui a les 2 pieds au sol n'est pas en train de voler. D'accord? Donc c'est toujours le compliqué, c'est aussi dommage que parfois on doit freiner les joueurs dans un élan qui aurait pu être super intéressant, mais c'est comme ça. Malheureusement, voilà.
Question suivante. Prévoyez-vous d'autres lives pour la suite et si oui, sous quelle forme? C'est une excellente question. En fait, Ouais. On ce n'y a live-ci pas vraiment encore a été réfléchi. prévu il y a, on vous le cache pas, en fait, très longtemps. Ouais. Parce qu'on voulait avoir un moyen de communiquer avec la communauté et avec le Covid, le Ragnarok on Tour n'aurait pas été possible et même de base c'est assez compliqué à mettre en place. Et souvent, malheureusement, les joueurs répondent assez peu présents. Donc en plus, voilà, parfois on se déplace dans des bars super loin et en fait il y a 2 joueurs. Alors on est très content de les voir, mais voilà, faut compter que l'essence n'est pas donnée et le temps on n'en a pas toujours. Donc l'avantage du live, c'est comme chacun était chez soi, on était sûr de toucher une plus grande partie du public de Ragnarok. Maintenant, si vous avez des idées de live, vous dites tiens, moi j'aimerais bien un live que l'organisation me dise ça, demandez-nous. C'est toujours possible à mettre en place. Puis encore une fois, via le feedback, on s'envoie des mails, mais bien souvent, moi, avec les contacts Caravane, quand ça le demande, on se retrouve sur Discord, par exemple, pour avoir une conversation simplement, parce qu'il y a des choses qui demandent à être discutées pour bien se comprendre, et par écrit, c'est pas toujours facile quand on parle de jeux de rôle, donc voilà, si ça vous plaît, tant mieux qu'on puisse communiquer comme ça, on le fera. Maintenant, est-ce qu'on doit mettre en place un live à chaque fois pour que ça soit public? Je ne sais pas, quoi. Je sais pas, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Alors, On verra bien. quelles sont les conditions pour pouvoir être PNJ? Je veux dire, quels seraient les prérequis attendus de l'organisation? En fait, pour être PNJ, il faut répondre au formulaire de casting PNJ qui se fait quand même un certain temps avant l'event. Parce que, voilà, on caste les PNJ parce qu'on n'a pas forcément besoin de 2000 PNJ. Donc, il n'y a pas de conditions. Il faut remplir le formulaire et si ton profil convient à un rôle qu'on a en stock, ou si dans ton formulaire tu précises tiens, moi en fait je joue ce perso-là, j'aimerais bien qu'il devienne PNJ pour telle raison, c'est à ce moment-là une discussion avec l'organisation. On n'est pas là juste pour vous dire oui, non, on est là pour discuter ensemble et trouver quelque chose qui arrangera le plus de joueurs. Parce que le but, ça reste que les gens jouent. Donc il faut remplir le formulaire. Il y a à l'heure actuelle pas d'autres prérequis. C'est ça. Et le formulaire n'a pas encore été publié, évidemment, ici on avait déjà casté les PNJ pour l'événement de 2020. Donc après, on aura peut-être besoin de gens en plus pour 2021. Donc ça, de toute façon, s'il y a un formulaire de casting, encore une fois, on vous le postera sur le site et sur la page Facebook. Et en gros, c'est un formulaire où on va vous demander un petit peu, on va vous poser plein de questions générales sur vous, sur ce que vous aimez dans le jeu de rôle, enfin quels axes de jeu vous plaisent le plus pour savoir un peu quel rôle on pourrait vous proposer et ce qui pourrait vous convenir au mieux. Parce que bon, mettons si quelqu'un nous dit ouais, moi je suis pas du tout combat, on va pas lui donner un rôle de combattant, c'est un peu ridicule. Donc voilà, idéalement, enfin je veux dire, il faut juste pas être novice. Si c'est votre premier gène, c'est un petit peu plus compliqué pour être PNJ sur casting. Et donc pour la suite de la question, je vois que quelqu'un a demandé si on a une liste des PNJ demandés pour voir si on peut fit aux demandes avant de postuler. Alors non, on poste pas la liste parce qu'en fait à Ragnarok, alors il y a des personnages, c'est évident, qui sont PNJ, mais il y a des personnages où ça ne l'est pas. Et en fait, en gros, on n'a pas envie que nos PNJ soient comme des PNJ de jeux vidéo avec un point d'interrogation au-dessus de la tête et qui soient découvrables directement. On veut qu'ils puissent s'intégrer un maximum au jeu et que les gens ne soient pas directement, enfin que les gens ne puissent pas les spotter directement. Donc non, on va pas poster de liste pour dire voilà, il nous faut, je sais pas moi, un mage, un chick, un chak, un bidule. Mais en gros, si il nous reste des trous, si on a besoin de gens pour faire PNJ parce qu'on a des rôles à pourvoir, là, on va insister en disant voilà, on a besoin de gens, on va peut-être donner quelques pistes de profil recherchés, mais on va pas donner une liste très claire de ce dont on a besoin parce qu'on veut aussi vous garder la surprise, quoi. Sur tous les profils, oui, on va peut-être donner quelques petites infos. De toute façon, le tri se fait comme on le dit avec les réponses aux fiches aussi, parce que justement, on a vos réponses de ce que vous êtes prêt ou pas à jouer, etc., ou ce dans quoi vous vous sentez à l'aise, et nous, on compare directement avec la liste qui évite, comme quelqu'un le faisait remarquer dans le chat, qu'on spoil une partie du casting. Et voilà, juste pour
faire une toute petite remarque par rapport à ce que tu disais tantôt sur le fait que on ne sait pas forcément qui est PNJ, etc. C'est pour ça qu'un des trucs les plus importants que vous devez faire, c'est des rencontres en fait. Par rapport à la remarque qu'il y avait dans le truc de Yann, comme quoi il n'y avait pas des PNJ dont on avait envie de prendre la place, etc. Il faut les rencontrer et aller à la rencontre des gens pour tomber sur des PNJ, quoi. Je ne sais pas, Anne, tu as une idée du nombre de PNJ qu'il y avait sur le dernier event approximativement? Je vais vite chercher ça dans mon drive. Ok. Pendant que tu cherches, je vais On va te répondre à la dire question tout de suite. de Zeroyo. Donc, pour l'illégalité de la magie, l'Empire d'Or a toujours puni l'utilisation des pierres de vie ainsi que l'utilisation d'objets magiques, mais dans les mêmes édits, la magie n'est nullement déclarée illégale. Est-ce dû à une évolution politique de l'Empire récente, ou alors autre chose, une loi Edo et non une loi religieuse? En fait, si tu vas sur le site internet de Ragnarok de la partie univers, les édits de l'Empire d'Or, l'édit numéro 7, c'est la détention et l'utilisation de pierres de vie ou d'éons sans autorisation dûment octroyée est interdite. Il en est même pour les objets aux propriétés magiques. Donc à partir du moment où tu ne peux pas utiliser de pierres de vie ou d'éons ou de quelque objet magique que ce soit, de facto, la magie est illégale. Donc ça, c'est ce qui a été publié avant même le premier event du deuxième cycle. Donc ça a toujours été illégal d'un point de vue de l'Empire d'Or. Donc je ne sais pas si c'est une incompréhension ou une mécompréhension plutôt du texte, mais du point de vue de l'Empire d'Or, ça a toujours été illégal. Est-ce qu'un gris-gris est un objet magique? Mais tu fais de la magie avec ton gris-gris. Donc voilà. En fait, si la réponse vous paraît très simple, on en est désolé, mais c'est le cas. Si ton objet fait de la magie, il est magique. C'est con. C'est pas parce que des choses sont très accessibles qu'elles sont forcément acceptées par l'Empire en fait. Et vous avez la possibilité de faire ces choses-là. Mais... Parce que je suppose que si vous aviez le doute, vous ne l'avez pas fait devant un officiel de l'Empire d'Or. Donc si vous aviez le doute, c'est qu'au fond de vous, il y a quand même une partie qui dit « Ouais, ça pue du cul ce que je fais là. » Ce qui est d'un côté la sensation que doivent ressentir vos personnages, donc c'est normal. Ah oui, bien sûr. Tu ne sais jamais. Comme on disait tantôt, il y en a un qui peut laisser passer et il y en a un qui peut te tomber dessus. Ce qu'il a décidé, quoi. Putain, la compétence. Ah, donc tu parles de la compétence mystique qui te permet de communiquer avec les morts. Si les gens se sont enfouis quand tu essayes de le faire, en fait, c'est parce que les gens à qui tu as demandé n'ont sans doute pas lu les règles. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Parce que voilà, nous on publie les règles. Alors ici, cette année, les règles sont remaniées en termes de mise en page, et j'insiste bien sur le mise en page, il n'y a pas de modification intrinsèque des règles, c'est juste qu'on a remanié la mise en page pour essayer de les alléger en les séparant en différents volumes, pour que quelqu'un qui s'en fout de la magie n'ait pas à lire la magie. Alors il aura quand même dans son volume à lui tout ce qui est annonce, justement. Mais voilà, ça malheureusement t'es tombé sur des gens qui n'avaient pas lu les règles, et ça c'est notre grand drame, mais on peut rien y faire, on peut pas forcer les gens à lire les règles, c'est impossible. On les encourage vivement à le faire. Ouais, vous imaginez si on devait faire une interro à chaque fois que quelqu'un arrive sur le site pour être sûr qu'il a lu les règles? Et puis franchement, on n'aurait pas des masses de joueurs. Donc voilà, ça malheureusement, Rune, désolé, mais on ne peut rien y faire, quoi. Ouais. Les rajouter avec les rappels d'annonces, alors ça pourrait être rajouté dans les annonces. Les annonces, il y en a déjà beaucoup, c'est ça le problème, mais... Après, on peut peut-être ajouter ça dans le guide du joueur. Mais c'est dans le guide du joueur, déjà. Ah, encore en plus, ok, d'accord. On pourra l'écrire en gras. Voilà. Mais le guide du joueur qui est prévu cette année, donc c'est ce que vous recevez en début de jeu quand vous arrivez sur site. Il est prévu dedans d'avoir un micro-résumé des règles de base. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire les règles au complet, ça veut dire que ça vous permet d'avoir un rappel. On s'arrangera pour qu'il soit dedans. Mais ce ne sont pas des annonces à rajouter, elles existent déjà, c'est juste qu'elles sont méconnues. Ce qu'il y a, c'est que les annonces qui sont citées dans le recueil d'annonces, ce sont souvent les annonces d'injonction de combat, et pas les annonces d'effets de jeu. Donc voilà, on va faire notre possible pour pas trop alourdir, mais on va tenter que les gens aient encore plus facilement accès à l'information, mais comprenez que ça devient complexe si les gens ne font pas l'effort de lire les règles. Et oui, on sait, elles sont longues. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, comme ça, j'en ai pas vu. Ben là, moi je ne vois plus d'autres questions dans le document ad hoc. Donc... Non, et je pense que sur le chat, il me semble qu'on est à jour. Oui, non, sur les questions on du a chat, répondu à ce qui a été posté.
Et sur le document, on a répondu à tout. Alors, Zeroyos, si les gens connaissent pas les annonces et quand ils te demandent de les expliquer et qu'ils en profitent pour t'assommer, tu es non seulement tombé sur des gens qui n'ont pas lu les règles, mais tu es tombé sur des trous de balles. Malheureusement, comme dans tout événement de masse, quel qu'il soit, il y a toujours des gens qui ne veulent pas jouer le jeu. Et s'ils sont vus par un gardien et que c'est attesté, ben voilà, il y aura des conséquences évidemment parce qu'on est là pour jouer et pas se faire chier, mais on ne peut pas empêcher les trous de balles de participer parce qu'on ne les connaît pas. Si on les connaissait, tracasse pas, ce serait fait, mais voilà. On ne tombe pas toujours sur des gens très très fins et très très bien intentionnés. Même si la majorité de nos joueurs sont quand même géniaux, et ça je tiens à le préciser. Oh yeah. Eh ben, je pense qu'on est bon, les gars. Bah je pense... Ah bah, merci. Il y a Yanovic qui nous dit que c'était super ce Twitch, il faut le refaire. On Bah, va en écoutez, discuter. Merci à vous. Est-il vrai qu'il y a une liste noire de joueurs bannis entre GN? À ma connaissance, non. Quoi? C'est une rumeur qui Entre- ressort à chaque fois, mais Entre que plusieurs GN différents? Oh, j'ai Ouais. jamais entendu parler de non ça. plus. Et pourtant, on a des contacts avec d'autres organisations de GN. Non, mais pour c'est des une bonne raisons- idée en vrai. Non, on a des contacts non, avec les autres ça n'existe organisations de jeux pour des raisons logistiques, d'entreprêt de matériel ou de costumes, ou juste de bons plans. Ah bah tiens, j'ai eu de la toile de tente pas chère par là. Mais non, il n'y a pas de liste noire de ce type à notre connaissance. En tout cas, Ragnarok ne fait pas partie de ce type de liste à ce moment-là. Voilà. Si, c'est tout. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, il est 22h, c'est une heure magnifique. Oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail. Et C'est si ça. on a un nombre de questions suffisant, on peut évidemment refaire un live pour y répondre. Mais voilà. Hop, pour ma petite question au-dessus. Eureka, alors, je ne l'ai pas vu. Tap, 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 tap. Ah si, il a demandé si on pouvait éviter les annonces Massfire dans le noir pour les événements à venir. Oui, a priori, normalement, la nuit, on essaye d'éviter les grosses batailles et on essaye d'éviter que les gens courent parce que c'est un site avec des trous, des taupinières, machin, dans les bois, il y a des branches, tout ça. Malheureusement, les Massfires ne sont pas forcément lancés par des PNJ de l'organisation, ils sont aussi parfois lancés par certains joueurs qui y ont accès. Tout le monde ne peut pas, parfois ne réalise pas que c'est un danger sur le moment. On essaye d'éviter au maximum, mais voilà, on ne peut pas faire la police partout. Enfin, on n'est pas là pour faire la police déjà, de un. On n'est pas Mais- assez non plus de toute façon. Mais même si on était assez, on n'est pas là pour faire la police. Mais effectivement, il faut que les gens se rendent compte que parfois, même si ce serait un moment de jeu qui déboîte, en termes de sécurité, ce serait tout à fait discutable. La sécurité prime, mais on ne peut pas toujours dire aux gens ah, toi, j'ai vu que tu as lancé un massif, faut plus le faire. Si on chope pas la personne sur le fait, c'est très compliqué. Ok, plus d'autres questions? On n'en a pas oublié. Non, mais moi je veux bien 30 secondes pour en profiter pour dire merci à ceux qui ont créé Ragnarok, Yep. qui l'ont maintenu pendant des années et des années, au-delà de tout espoir de ce qu'un humain pouvait supporter. Et voilà, on est fiers et on fait de notre mieux pour essayer de préserver ça. Je voulais qu'on leur dise un petit merci, quoi. Clairement. Merci à tous ceux qui ont fait que Ragnarok ait déjà été possible et duré jusqu'à présent et continuera de durer le plus longtemps possible. Donc aux orgas, bénévoles, joueurs, PNJ, fournisseurs divers et variés, propriétaires du site, voilà. Merci vraiment à tout le monde. C'est beau, c'est des effusions dans le chat. Hein, c'est... Tu veux Ouais, chialer, ouais, toi Des cœurs partout. Ah ben, merci à tous d'avoir participé à ce live. Ça nous fait super plaisir que vous nous ayez envoyé vos questions, que vous ayez pris le temps de nous écouter blablater pendant 2 heures, que vous ayez réagi dans le chat et tout. C'est vraiment super chouette. Ça fait du bien d'avoir des retours positifs. Ouais. Bordel de merde. T'es venu pour la musique, je peux mettre le lien. Enfin, vous Ouais, moi, je la musique propose d'Assassin qu'on- 1h et c'est bon. Parce comme qu'on ça. quitte sur la musique. Ouais. Ah, mais de toute façon. Transition, Charles. Oui, ça arrive. Hop. YouTube, toi-même tu sais. En attendant, une bonne soirée à tout le monde et en espérant qu'on puisse bientôt se revoir. Ah mais
Nous aussi, le confinement nous met en état de manque de gêne, ça c'est clair. Je peux vous assurer que Lyon, toute la journée pendant qu'il travaille, est là. Le GN, mon Dieu. Allez. Donc on vous fait à tous des gros bisous. Ah, tu veux ma voix pour t'aider à t'endormir alors. J'ai déjà plusieurs personnes qui me l'ont demandé sur d'autres Discord. Écoute, l'OnlyFans n'est pas inenvisageable, hein. On va pas se mentir. Petit OnlyFans ASMR, voilà. Allez, une bonne soirée à tous. Merci à tous.